toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Show Must Go On. Alors on me dit que vous êtes très nombreux, hein, plus de 350 inscrits, vous êtes tous en train de nous rejoindre, donc installez-vous, on va pouvoir commencer. Et donc il s'agit de la troisième conférence Show Must Go On organisée par Cap Digital, dédiée à la réinvention du secteur événementiel face à la crise. Alors, on ne va pas vous faire un dessin. La crise Covid-19 a produit une série d'interdictions de rassemblement, une succession de confinements, on le sait très bien. Face à toutes ces restrictions, c'est tout un secteur qui lutte pour sa survie. Mais là aussi, dans l'événementiel comme ailleurs, la crise apporte aussi son lot d'innovation, son lot de créativité, son lot d'opportunités de transformation. Et c'est ce qu'on a envie d'explorer avec vous aujourd'hui et avec nos intervenants. Alors, comment imaginer des événements fédérateurs malgré les contraintes sanitaires actuelles? Sur quelles innovations s'appuyer pour proposer des expériences fortes autour d'un objet événement qui se virtualise? C'est ce que nous allons explorer ensemble en compagnie de nos intervenants qui innovent en fin de compte tous dans le monde de l'événementiel, que ce soit dans la musique avec les concerts, dans le sport, dans les festivals, dans les salons professionnels. Il est temps pour moi de vous les présenter. Générique. Alors, pour commencer, je suis en plateau aujourd'hui, en ce début d'événement, avec Emmanuel Ea. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel, vous êtes le directeur innovation de Matrice. Et Anthony Forêt. Bonjour Anthony. Bonjour Antoine, Tu vas bien? autant que possible. Tant que possible. Bon, merci de vous être levé de tôt et d'être là en studio avec nous dans les locaux de Cap Digital ce matin. Anthony, toi, tu es directeur marketing et innovation d'Unimev et tu t'occupes entre autres d'un média de prospective qui s'appelle l'Innovatoire. On va en reparler tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que cette conférence Show Must Go On, c'est la troisième du nom en quelque sorte, et que ces conférences Show Must Go On sont organisées par Cap Digital depuis octobre 2020 et qu'elles visent plus spécifiquement à voir comment est-ce que le secteur des industries culturelles et créatives, et notamment les acteurs innovants de ces ICC, innovent pour faire face à la crise, pour s'adapter. Ces conférences sont proposées donc par Cap Digital. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cap Digital est l'un des plus gros collectifs d'innovateurs du numérique d'Europe et il faut savoir que les industries culturelles et créatives sont particulièrement bien représentées chez Cap Digital. On a un petit peu plus de 1000 structures adhérentes à notre association Cap Digital, qui sont principalement des startups, mais aussi des grands comptes, mais aussi des académiques, mais aussi des territoires et des investisseurs. Et le secteur des ICC, ça représente plus de 160 adhérents chez Cap Digital, répartis de la façon suivante, vous le voyez à l'écran, 58 adhérents dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la radio, 22 dans la musique, 21 dans le jeu vidéo, l'informatique graphique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la XR, 20 membres dans le domaine de la communication et de la publicité, 18 dans la presse et l'édition, 17 dans les arts visuels et une poignée dans le spectacle vivant. Voilà, alors lors des deux premières conférences Show Must Go On, on a parlé de la façon dont la production audiovisuelle s'adaptait dans un contexte de confinement, notamment lors du premier confinement. Ensuite, on a abordé la question de la recherche de financement, qu'il soit public ou privé, en cette période de crise. Ça, c'était à la toute fin de l'année 2020. Et aujourd'hui, on s'attaque à une thématique qui est éminemment transverse, en fin de compte, à toutes les industries culturelles et créatives, l'événementiel. Au menu de cette plongée dans l'événement du futur, on va avoir trois grands temps forts aujourd'hui. Premièrement, une présentation du laboratoire d'innovation qui s'appelle Repousser les frontières de l'événementiel, porté par JL Event et Emmanuel Ea pour Matrice. C'est toi qui vas nous en parler aujourd'hui. Et on enchaînera ensuite sur deux tables rondes. La première qu'on a intitulée Comment passer du présentiel au virtuel sans perdre son âme. Et c'est une table ronde qui sera donc
animé par Anthony. Et on finira par une autre table ronde qu'on a intitulée Les nouveaux habits de l'événementiel, qui sera animée par ma collègue Aurit Koutz, responsable du marché industrie culturelle et créative chez Cap Digital, qui est juste en coulisses derrière moi et qui nous rejoindra par la suite. Et au cours de cette table ronde, on va faire un focus sur quelques-unes des innovations marquantes que nous avons repérées au cours des derniers mois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous préciser que vous pouvez bien entendu interagir entre vous, entre participants, mais aussi interagir avec nos intervenants. Pour ça, vous avez deux façons. Tout se passe à droite de votre écran sur l'onglet chat et l'onglet questions. L'onglet chat est réservé plutôt au small talk, se dire bonjour, partager des liens, des ressources, des informations. L'onglet questions, comme son nom l'indique, est vraiment dédié aux questions que vous voulez adresser à nos intervenants. Nous avons un iPad en plateau. Les questions sont réceptionnées par nos animateurs et seront posées directement aux intervenants. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Il ne me reste plus qu'à me tourner vers vous, Emmanuel Léa, directeur innovation de Matrice. Vous allez nous présenter, je crois, donc votre nouveau lab monté avec JL Event. Mais peut-être pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce qu'est Matrice? Tout à fait. Merci Antoine et merci à Cap Digital pour cette invitation. On est ravis d'être là et c'était pas si évident. On n'est pas des spécialistes de l'événementiel, loin s'en faut. Matrice, on est un institut d'innovation technologique et sociale qui vise à être une plateforme de transformation opérationnelle pour des acteurs institutionnels, privés, publics, pour des individus aussi. On est également centre de formation, donc on a des programmes qui forment au code, qui forment à l'entrepreneuriat, soit pour des agriculteurs, soit pour des artisans d'art. Donc voilà, vous voyez qu'on a une diversité Ah oui, de c'est métiers varié quand même, assez importante. effectivement. Exactement. On travaille aussi avec des chercheurs et toute la logique, c'est de se dire que c'est à la croisée des mondes que naît l'innovation. Donc on travaille avec le secteur hospitalier, avec le secteur de la défense, avec le secteur événementiel depuis décembre dernier. Donc c'est tout récent et pourtant c'était une évidence pour nous que de se dire oui, on va aider GL Events à réinventer l'événementiel. Pourquoi? Parce que finalement, innovation et événementiel sont des choses très proches dans cette capacité à la recréation permanente, à la capacité à ne pas faire événement juste une fois, mais à faire événement plusieurs fois d'affilée, de trouver les clés, la recette finalement, de faire un événement, quelque chose d'attractif, qui ne soit pas uniquement ponctuel, mais qui soit répété. Et d'ailleurs, le lien entre innovation et événementiel, il n'est pas nouveau. Un des plus grands innovateurs qu'on connaît, Léonard de Vinci, était aussi un organisateur de fêtes assez incroyable, avec des machineries, avec beaucoup de choses très intéressantes. Et donc, si on repart de ce que pensait Léonard de Vinci, il disait aussi que finalement, la géométrie, et donc dans sa vision aussi de la peinture, que la géométrie était peu représentative finalement de la réalité, que la perspective était, et la perspective non symétrique, était d'une importance première pour permettre de définir la réalité au mieux, de la toucher au plus près. Cette question de la perspective, elle est fondamentale pour le secteur de l'événementiel aussi. Prendre des perspectives différentes, c'est se poser la question de savoir ce que l'on veut montrer, ce que l'on veut être et ce que l'on veut figurer. Et finalement, quand on parle, par exemple, beaucoup dans la transformation digitale, de devenir user-centrique, de penser utilisateur, la question que l'on se pose au fond, c'est pour qui est-ce que l'on fait ce qu'on fait? Pourquoi? Et finalement, est-ce que, de même que le brancardier à l'hôpital n'a pas pour seul rôle de pousser un brancard, mais plutôt d'amener un patient au bloc dans de bonnes conditions, est-ce que celui qui monte un stand dans un salon, son rôle, c'est pas de permettre la rencontre efficace, agréable, etc. Et donc, la question de la perspective devient vraiment fondamentale aujourd'hui pour le secteur événementiel. Et donc, moi, ce que je pense qui était intéressant de regarder avec GL Events, c'était justement comment est-ce que vous vous définissez. GL Events se définit traditionnellement par bringing people together. Donc voilà, c'est effectivement un des enjeux cœur de l'événementiel que de réussir à rassembler physiquement d'abord les gens, et puis aujourd'hui, sans doute dans d'autres formats. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer de perspective? Et donc, c'est tout le travail qu'on a entamé au début de l'année avec GL Events, qui tient sur deux piliers. Un pilier plutôt externe, Open Innovation, où on va construire un laboratoire avec des étudiants de plein d'écoles différentes
On a à la fois des data scientists, à la fois des sociologues, des historiens, des gens qui viennent du marketing digital. Et donc, penser aussi avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'événementiel. Donc, comment est-ce qu'on va chercher ces regards nouveaux? Comment est-ce qu'on les fait construire ensemble des nouveaux projets? L'autre pilier, intrapreneuriat. Comment est-ce qu'en interne, on va aussi chercher des porteurs de projets innovants qui pensent différemment, qui ont envie de porter des projets d'une autre nature, sans appliquer toujours les mêmes recettes, en se disant là, j'ai identifié une opportunité. Ce qui est intéressant dans l'intrapreneuriat, c'est pas uniquement de se dire ok, le mec a une super idée, c'est un génie, on lui confie les clés du camion et il va nous emmener ailleurs. Le sujet de l'intrapreneuriat, et c'est une méprise que beaucoup d'acteurs font, mais la recherche en sciences de gestion le montre, euh, l'enjeu de l'intrapreneuriat, c'est d'acculturer en interne l'entreprise à de nouvelles manières de faire, à de nouveaux acteurs, à de nouveaux types d'échanges. Et de fait, si on pense que l'intrapreneuriat, le but, c'est de monter la nouvelle BU qui va faire le plus gros relais de croissance de la boîte, je pense qu'on se trompe parce que euh, le risque de l'intrapreneuriat, il est double. Le premier, c'est que l'entrepreneuriat plaise tellement à ceux qui bénéficient d'un tel programme qu'à la fin du programme, au bout de 6 mois, 1 an, ils disent en fait, c'est vraiment plus chouette ailleurs. Donc, je quitte la boîte, je monte ma boîte. Oui, je vais faire autre chose. Donc, en résumé, un lab avec beaucoup d'open innovation, d'innovation collaborative avec des talents assez hybrides qu'on va chercher à l'extérieur et un volet intrapreneuriat pour faire émerger des nouveaux projets en interne. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment est née cette collaboration avec JL Event. Comment est-ce qu'ils vous ont approché? Comment vous les avez approchés? Comment vous avez travaillé ensemble au lancement de ce nouveau lab? Tout à fait. Alors, J11, c'est un acteur un peu particulier. D'une part, parce que c'est un acteur très intégré, que c'est un acteur qui, historiquement aussi, a une dimension très entrepreneuriale. Ils font beaucoup de croissance externe, ils ont beaucoup fonctionné comme ça. Et donc, on partage avec eux un ADN commun qu'ils ne partageaient pas forcément avec des cabinets de conseil assez traditionnels qu'on peut connaître. Et donc, il y avait un enjeu pour eux à travailler avec des acteurs différents qui ont une logique entrepreneuriale, ce qui est le cas de Matrice. On monte tous nos programmes en croissance organique, on saisit toutes les opportunités. Et donc, il y avait finalement quelque chose d'assez naturel à travailler ensemble. Et de fait, c'est ça qui nous a permis de lancer en moins d'un mois un programme où on a eu plus de 200 candidats. En moins d'un mois. Ah oui, quand même, c'est très très court, hein. Oui, tant pour le cadrage que le recrutement, que la mise en place de l'immersion et du hackathon. Donc, ce qu'on appelle l'immersion hackathon, c'est une semaine pendant lesquelles, pendant 3 jours, les étudiants qui ne connaissent pas le secteur s'immergent, vont à la découverte du Grand Palais éphémère, du Palais Brognard, de la plateforme logistique de Gonesse et discutent avec tous les acteurs de l'événementiel pour monter en connaissance. En plus de ça, on leur fournit une note assez détaillée qui leur présente les grands enjeux de l'événementiel pour leur apporter une base de connaissances commune. Ensuite, la difficulté, et c'est là où l'implication du partenaire dans ce type de projet est fondamentale, c'est dans la capacité à engager les étudiants, non pas dans une logique prestataire moins chère, mais dans une logique entrepreneuriale. Donc l'idée, c'est vraiment que ces étudiants apprennent à se connaître, apprennent à fonctionner ensemble, à se parler. C'est pas toujours évident quand on vient pas de la même formation, et réussissent ensemble à monter une boîte et à devenir un partenaire économique viable pour GL Events. Donc l'idée, c'est pas du tout une logique prédatrice, sinon on serait assez loin de la logique d'open innovation qui vise justement à partager les risques aussi. Et donc, on a réussi assez bien, parce qu'on a cette identité entrepreneuriale en commun, à monter ce programme-là assez rapidement. Et donc, on a des projets qui devront aboutir à une proof of concept aux alentours du mois de juillet. Et le but, c'est d'expérimenter ces POC dans peut-être des événements qui se reviendraient en présentiel. Quel est l'objectif exactement? Alors, exactement. Alors, il y a plusieurs projets. Je ne peux pas forcément tous les détailler et les présenter, mais la logique est double. Elle est à la fois de permettre soit à GL de recruter des talents le cas échéant et de réinternaliser les projets en vue de les déployer sur leurs événements physiques qui reviendront bien un jour. Et puis, elle est aussi de les faire maturer sur ces enjeux-là de digitalisation. Et la digitalisation du secteur événementiel, pour moi, le sujet, c'est pas de dire comment est-ce qu'on peut déporter ce qu'on faisait en physique dans un ersatz numérique. Si on pense ça, je pense qu'on se trompe et qu'on propose finalement une expérience qui n'est pas intéressante. L'enjeu, et c'est aussi des choses qu'on voit dans le monde culturel, on a travaillé avec le festival Aix-Marseille. Le sujet, c'était pas de dire comment est-ce qu'on fait le festival en ligne.
Le sujet, c'est de dire quelles sont les expériences numériques qu'on peut proposer pour proposer autre chose, se réinventer réellement. Et donc, par exemple, on leur a proposé d'inventer un dispositif qui permet de capter le bruit des micros des gens qui se connectent au concert, non pas simplement pour les restituer, mais pour en faire une œuvre d'art, et donc une modélisation artistique du bruit du public qui soit unique à chaque concert. Et donc, quand vous êtes dans le public, vous participez à une production aussi, et ça vous incite à vous mettre dans une disposition d'écouter un concert, et non pas uniquement de vous connecter à un webinar quelconque, d'écouter d'une oreille distraite. Donc voilà, le sujet est vraiment là, et sur le lab qu'on a monté avec GL Evans, ce qui est intéressant, c'est l'implication du partenaire. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui engage les étudiants, et c'est ça qui fait que derrière, on a des projets qui sont pérennes, et qui ne sont pas juste de l'inspiration pour les collaborateurs, et qui sont des vraies opportunités économiques aussi. Mais ça interroge plus largement la question des synergies. Comment est-ce qu'on est capable de travailler avec d'autres acteurs, d'autres secteurs? Finalement, est-ce que Accor pourrait pas aussi se dire, dans une perspective de développement, je vais développer des hôtels en marque blanche pour que Decathlon puisse vendre beaucoup mieux ses produits sportifs? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que un constructeur automobile se dise qu'il va inventer un véhicule dépolluant et que du coup, il va travailler avec Air Liquide pour capter le CO2? Et la question ici est la même. Comment est-ce qu'on travaille avec des mondes différents pour justement expérimenter le principe de connexion forcée qu'on connaît en créativité en se posant une contrainte? On trouve aussi des opportunités, et c'est l'occasion de rebondir sur la question de la crise. La crise, c'est vecteur d'opportunités aussi, mais la crise sanitaire, la crise environnementale de manière plus générale. On voit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles propositions de valeur qui se dégagent, des nouvelles opportunités économiques autour de la capacité à offrir une offre RSE, à offrir une visibilité sur l'impact de son événement, à être aussi, avoir une ligne éditoriale finalement, et donc c'est d'autant plus important quand on est leader dans son marché, mais c'est vrai pour tous les acteurs. Comment est-ce qu'on impose à ses clients, organisateurs d'événements, de dire, moi, il n'y aura pas de moquette, euh, parce que ça n'a plus de sens, parce que ça ne répond pas à cet enjeu, à cette raison d'être qu'on évoquait tout à l'heure, de pour qui, pourquoi. Et donc, ce sujet-là, il est partout. Il est aussi dans la question de dire, est-ce qu'on continue à faire des restaurants éphémères qu'on met à la benne à la fin de l'événement, ou est-ce qu'on fait un restaurant dur et qu'on pense durable? Et c'est pour ça qu'on a appelé ça repousser les frontières de l'événementiel. Les frontières de l'événementiel, en fait, on s'est posé la question quand GL est venu nous voir de, en fait, c'est quoi un événement? Qu'est-ce qui est constitutif de l'événement? C'est quoi ce secteur? Où est-ce que ça s'arrête? Et en fait, ça marche pour toutes les dimensions. La dimension temporelle, avant, pendant, après l'événement, pour la dimension physique, digitale, pour la frontière entre je suis visiteur et je suis partie prenante de l'événement, je le réalise aussi en faisant partie d'une communauté qui va pousser pour plutôt tel événement qu'un autre, etc. Le local versus le global. Est-ce qu'on a un événement qui est circonscrit à un lieu, ou est-ce qu'il s'étend bien au-delà sur une logique plus ponctuelle? En tout cas, voilà, c'est ça, à mon avis, qui est le cœur de la réinvention, et qui, donc, pour GL, mais comme pour d'autres, doit être vraiment la préoccupation première. C'est la capacité à repenser la raison pour laquelle on fait les choses, et à traduire ça concrètement dans ces activités nouvelles et ces investissements aussi, puisque cette crise, c'est aussi l'occasion de se libérer de l'activité d'exploitation qui nous accapare souvent pour se consacrer sur de l'exploration. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un temps où on doit se geler et plus bouger. C'est un temps où il faut prendre les sujets à bras-le-corps et prendre le temps de développer. Et c'est ce qu'a fait GL, et je les en félicite, parce que c'est la bonne manière de faire. Si c'était juste, on met tout le monde en chômage partiel, on ne bouge plus, on ne fait plus rien, ben, en fait, on prend du retard aussi. Donc voilà, raison d'être. Bien sûr, merci, merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction, cette mise en bain, j'ai envie de dire. Et la transition est toute trouvée pour moi, parce que cette question de l'exploration des nouvelles frontières de l'événementiel, Anthony, on se la pose pas mal quand même, vous la posez pas mal à l'Unimev, et notamment dans cet espace de liberté, j'ai envie de dire, de liberté de réfléchir et d'oser que vous avez su créer.
qui s'appelle l'Innovatoire, le média de prospective et d'innovation de l'Unimev. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot avant que je te laisse la main sur la première table ronde? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Emmanuel, parce que c'était passionnant ce que tu viens de nous dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. D'ailleurs, on va y revenir sans doute. Unimev, c'est l'Union française des métiers de l'événement. C'est 400 entreprises qui sont membres et on a deux grosses missions. En tout cas, c'est comme ça qu'on les vit. C'est représenter et accompagner le secteur dans sa défense aujourd'hui, la défense de son présent, et aussi l'accompagner dans sa transformation demain, puisque c'est aussi d'une certaine manière en se disant à quoi la filière événementielle peut servir demain et être utile au bien commun dans les enjeux sociétaux devant nous. C'est par ces nouvelles réflexions-là aussi qu'on pourra la défendre demain. Et donc, on a essayé là aussi d'avoir une politique d'investissement alignée avec cette ambition d'accompagner et d'agiter le bocal à idées finalement. Et ça a donné lieu à plusieurs investissements, dont celui de l'Innovatoire dont tu parles, Antoine. L'Innovatoire, c'est un think tank collaboratif créé en 2018 qui vise justement, dans un premier temps, à essayer de comprendre et capter ce qu'on va appeler les signaux faibles sociétaux. Parce que c'est vrai que tout secteur économique et industriel a tendance à réfléchir au regard de ces enjeux qui lui sont propres. Et il faut toujours essayer de se recontextualiser, comprendre les nouvelles pratiques, les nouveaux usages, les évolutions technologiques, sociétales, environnementales, puisque tout ça va avoir un impact. Donc l'innovatoire est là pour essayer de saisir ces enjeux-là dans un premier temps, et puis ensuite d'accompagner aussi les professionnels dans leur réflexion déjà d'innovation, puisque quand on a dit à des professionnels il faut innover, il faut se transformer, il faut réfléchir à vos nouveaux services, on n'a pas dit grand-chose en définitive. Comme tu le disais, pour qui, pourquoi, comment, pour aller où. Et donc, c'est ça aussi qu'on veut alimenter, on veut d'une certaine manière arroser le sol, le rendre plus fertile et plus propice à la réflexion. Et puis, la dernière finalité de l'innovatoire, c'est de pouvoir aussi s'adresser aux commanditaires d'événements, aux territoires, aux associations, aux marques, et à tous ceux qui vont graviter autour, l'écosystème médiatique, politique, de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi, pour leur montrer finalement tous les bienfaits aussi que peut prodiguer un événement par rapport à différents enjeux. Donc c'est ça l'innovatoire, et il est collaboratif pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas nous qui en rédigeons le contenu, ce sont des prospectivistes, des professionnels venus de tous les horizons qui ont envie de partager avec la communauté leur point de vue, et tout ça est piloté par une gouvernance ouverte avec 10 membres, 10 personnalités, comité éditorial, dont Antoine est l'un des éminents membres. Dont j'ai la chance, oui, et dont je suis fier de faire partie. Ça se passe sur l'innovatoire-toutattaché.fr, et je crois que tu nous réserves une petite surprise pour la fin de la première table ronde, mais je vais te laisser la main tout de suite pour animer cette première table ronde intitulée « Comment passer du présentiel au virtuel sans perdre son âme ». Anthony, c'est à toi. Merci beaucoup, Antoine. Donc, en effet, cette table ronde, comme vient de la résumer Antoine, on aurait pu aussi la résumer d'une manière différente. C'est finalement dans cette période durant laquelle rien n'a été possible, ou quasiment rien n'a été possible en termes d'organisation d'événements. La question qui s'est posée à tous, c'est comment faire pour continuer finalement de faire ce à quoi j'ai été créé aussi, c'est-à-dire réunir des publics, les accompagner là aussi dans la réalisation de leurs objectifs. Donc, c'est un sujet qui, je pense, a occupé beaucoup de monde durant l'année 2020, qui va continuer d'occuper beaucoup de monde sur les mois et les années sans doute qui viennent, puisqu'on va réfléchir sur des nouveaux formats. Il y a beaucoup d'expérimentations aussi qui ont été faites. On a vu pléthore des créations de vitrines commerciales, marketplace, de la virtualisation totale d'environnements finalement événementiels, comme l'ont pu faire Laval Virtual ou encore Tomorrowland, des événements digitaux ou hybrides, de l'invention de nouveaux services. Donc, on a eu un bel éventail de tout ce qui a été possible de faire techniquement, souvent à marche forcée. Et c'est finalement à travers deux retours d'expérience aujourd'hui de Nathalie et Virginie que je vais présenter, qu'on va essayer là aussi de comprendre comment elles deux ont pu travailler à cette digitalisation, sans doute en se re-questionnant de manière plus fondamentale sur, au-delà de digitaliser une forme, c'est digitaliser une raison d'être, digitaliser des forces, et se dire, au-delà de la forme que je vais digitaliser, c'est comment je peux continuer d'être utile à ma communauté. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va passer très très vite, donc je ne vais pas être plus long que ça, avec tout d'abord Virginie Sauté qui est à distance avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, donc, qui est directrice marketing du MIDEM. Le MIDEM, qu'on peut appeler comme le marché international dédié à l'industrie musicale. J'aurais pu dire que c'était un événement, mais Virginie aura tout le loisir de dire que c'est bien au-delà d'un événement, puisqu'il y a beaucoup d'autres services qui sont proposés aussi à la communauté. Et on parlera plus spécifiquement du retour d'expérience lié au MIDEM Digital, qui s'est
s'est tenu en juin 2020. Et puis Nathalie Kleinvert-Faudeux, qui est directrice associée de Génération Numérique. Bonjour Nathalie. Génération Numérique, qui est une agence qui est beaucoup de choses, mais qui est une agence 360, notamment basée sur la production d'informations stratégiques et de contenu à travers une activité de médias, une activité de conseil, une activité d'organisation d'événements dans l'industrie, on va dire, de la technologie et de la technique liée aux nouveaux médias, au cinéma, à l'audiovisuel. Et dans ce cadre-là, Génération Numérique organise aussi le SATIS. Donc, technologie de l'image et du son. Exactement, merci à vous deux. Et puis on va aussi profiter d'Emmanuel qui est encore là, maintenant qu'on l'a sous la main, il ne peut plus partir, pour lui demander là aussi de nous interrompre ou d'intervenir à différents moments. N'oubliez pas de poser les questions dans le chat. J'ai ma super tablette avec moi, je pense que ça y est, j'ai capté l'usage, j'ai capté comment ça fonctionnait. Pour commencer, j'aimerais revenir j'aimerais prendre appui plutôt sur ce qu'a dit Emmanuel dans son propos de fin pour vous interroger, Nathalie et Virginie, et vous Virginie en premier. Ce qui est intéressant dans la conclusion d'Emmanuel, c'est qu'il a questionné la raison d'être et donc la définition. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est de cette définition que part souvent finalement derrière les services qu'on va créer. Et si on se définit comme un organisateur d'événements, ce n'est pas la même chose que si on se définit comme un animateur de communauté. Et c'est peut-être pas encore la même chose que si on se définit comme un intermédiaire, un influenceur d'un marché économique ou d'une filière industrielle. Et donc, selon ce point de départ-là, des services et des dispositifs vont être initiés. Et la première question que j'aurais envie de te poser, Virginie, c'est comment on se définit au sein du MIDEM, qu'est-ce qu'on est au sein du MIDEM et comment cette définition initiale vous a lancé sur la réflexion de ce que pouvait devenir le MIDEM digital en juin 2020. Ah, il faut que tu allumes ton micro, je pense, Virginie. Vous m'entendez? Yes, super. Voilà. Non, merci déjà beaucoup pour l'invitation à cette passionnante table ronde parce qu'effectivement, c'est le sujet qui nous anime maintenant depuis plus d'une année. Et en fait, sur le MIDEM, ce travail de digitalisation, il s'est imposé tout de suite comme une évidence. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, le MIDEM est aujourd'hui pour la communauté musicale mondiale, donc à la fois les professionnels et les artistes du monde entier, la plus importante plateforme de connexion, de rencontres, de business et de compréhension de l'industrie dans laquelle ils s'inscrivent. Et comme tu l'as dit très justement, Anthony, on va bien au-delà d'un événement puisque on a historiquement notre événement annuel à Cannes en juin. On a aussi des événements régionaux, notamment en Afrique, en Amérique latine, mais on proposait déjà des contenus à l'année, mais aujourd'hui, on a une vraie plateforme à l'année qui s'appelle MIDEM Digital et qu'on a lancée en juin 2020 et dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Virginie. J'en viens à Nathalie. Donc, Nathalie, comme je le disais, le Génération Numérique, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités différentes. Et je crois que l'une de vos forces, c'est justement ce potentiel de compréhension du marché et de production de contenu. Et je crois que c'est ça qui a initié la réflexion sur ce qui est devenu Satis TV 2020. Alors effectivement, on a une réelle activité 360 sur l'univers qu'on balaie, c'est-à-dire la chaîne de valeur de l'audiovisuel, de la captation aux écrans. Et par rapport à ça, on a développé un écosystème d'information avec 3 médias aujourd'hui, MediaQuest, Sonovision et Movie, qui sont complémentaires. Et le rendez-vous du Satis, qui est un rendez-vous que nous avons pris en main il y a 4 ans aujourd'hui, était à l'origine la réponse présentielle à tout le dispositif d'information qu'on a développé et qui d'année en année prend une bonne vitesse de croissance. Alors, par rapport à la Satis TV, puisqu'on est là pour parler du dispositif en ligne qui a été le rendez-vous de substitution du Satis, on a été
tout de suite dans la volonté de s'inscrire dans la continuité de ce qu'on faisait dans le Satis. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de transiger sur les valeurs fortes qui sont présentes quand on donne rendez-vous à nos communautés. En généralement, c'est sur 2 jours, mais avec beaucoup de modules en parallèle. Et pour la Satis TV, on s'est inscrit sur un dispositif de 5 jours de captation parce qu'on voulait parler à toutes les communautés auxquelles on donne rendez-vous, puisque je le rappelle, on balaye des thématiques qui vont de la captation aux écrans, avec des problématiques très diverses, des populations qui circulent dans le cinéma, qui sont des professionnels de l'audiovisuel d'entreprise, de l'événementiel, de la télévision, des gens qui viennent sur notre salon tout simplement pour s'aérer l'esprit, pour chercher des idées, d'autres qui viennent concrètement chercher des solutions d'architecture broadcast, hein, donc une grande variété de personnes. Donc si on reprend les grandes valeurs et les grandes lignes sur lesquelles on a voulu s'appuyer, on peut parler déjà en termes de fond de valeurs d'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on a eu un programme très très abondant pour répondre aux questionnements de toutes ces communautés qu'on ne voulait pas laisser sur le côté et qu'on voulait continuer à animer et auxquelles on voulait donner une réponse pas trop en dehors de la boîte présentielle, mais numérique néanmoins. Donc pour ça, on a mis en place un gros plateau de conférences et de contenus. 90 contenus au total et pas très loin non, je l'inverse. 90 heures au total et pas très loin d'une centaine de contenus. Après, pour ce qui est de la forme, on a voulu refléter les valeurs qui sont présentes dans nos communautés, c'est-à-dire des valeurs d'excellence. Quand on fait de la captation audiovisuelle pour une audience francophone, pour une chaîne publique de millions de personnes, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on n'a pas voulu on n'a pas voulu transiger là-dessus. Donc, on a voulu s'inscrire vraiment dans une ligne d'excellence. On ne voulait pas donner un rendez-vous avec des zooms et malheureusement les problèmes qui sont afférents, c'est-à-dire les ruptures de signal, etc. Et on a eu la chance, comme on était très déterminés et qu'on avait un projet qui était clairement affiché, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de gens qui sont en général nos partenaires exposants, mais qui nous ont suivis dans cette aventure de 5 jours. C'est un dispositif qui est assez lourd, mais néanmoins, pour eux, ça n'aura pas posé de problème. Et donc, c'est une œuvre, c'est une chaîne collective et qui a pu aboutir aussi grâce à l'implication de nos partenaires, notamment tous les partenaires qui se sont investis, qui sont AMP Visual TV et puis BCE Luxembourg, qui sont des gens qui sont très, très impliqués déjà au quotidien dans les opérations très prestigieuses. Donc ça, c'était pour le fond. Après, pour la forme, je pense qu'on va beaucoup en parler. Pour la mise en forme. Je te propose Oui. qu'on y revienne juste après, en effet, sur cette mise en forme. Ça me permet, tout ce que tu dis me permet de faire d'ouvrir une première parenthèse avec Emmanuel, puisque justement, tu disais, Nathalie, que le soutien finalement de tes partenaires a été fondamental. Et le soutien, de mon point de vue, il peut bien sûr être financier, mais d'une certaine manière, il peut aussi être intellectuel. Il peut aussi être, j'allais dire, que ce soit le partenaire ou autre, et c'est cette question que je vais te poser, Emmanuel. Comment on peut intégrer ces parties prenantes, le partenaire, le client, ses propres équipes. On sait parfois que dans les logiques d'innovation, ce qui est aussi compliqué, c'est ce sujet interne. Comment, lorsqu'on a organisé ou réalisé, j'allais dire, une opération événementielle sur les mêmes bases pendant 15, 20, 30 ans, comment on peut créer une dynamique en se disant, bon,
Malheureusement, cette année, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on fait depuis très longtemps. Il va falloir faire différemment. Et souvent, on se rend compte qu'en termes de méthode, ce manque de méthode peut justement ne pas permettre d'aboutir aux résultats qu'on souhaitait au départ. Comment toi, en tant qu'agence innovation, tu travailles ce nœud-là? Alors, merci pour ta question. J'ai peut-être 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que la rupture, la crise, elle est vecteur, du coup, d'une volonté, de faire quelque chose. C'est très difficile de rester impassible et donc il y a, une volonté, un engagement assez naturel. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, c'est, comment on fait les choses. Il faut, je pense, prendre les gens par la main, d'une part et puis surtout, il faut un sponsorship, interne fort, qui vient, vraiment du top management. Là, c'est une volonté, qui part, du COMEX, de vraiment dire, enfin pour GL Events en tout cas, de vraiment dire, heu, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un côté révélation qui dit: «Mince, en fait, on n'est pas au rendez-vous pour l'instant, on va y aller pour de vrai». Donc il y a la question de l'ambition aussi. Nous, on a toujours tendance, à pousser une ambition forte. Si on dit: «On va tester un petit truc pour commencer» et cetera, dans ces enjeux-là, souvent, on passe à côté. Et c'est par l'ambition aussi qu'on embarque plus facilement, toutes les parties prenantes et cetera. Dans le monde des startups, on dit souvent, c'est plus facile de trouver, 1 000 000 que 100 000 € ou 10 millions que 1 million. C'est un peu la même chose. C'est plus facile de lancer un grand projet de restructuration, et d'embarquer les gens avec cette ambition-là que de dire: «On va essayer de modifier des trucs, mais en même temps, on n'y met pas forcément les moyens». Donc c'est un engagement qui est total, dans cette, refondation, de ces principes. Et puis ensuite, concrètement, comment ça se passe? C'est beaucoup de communication interne, c'est beaucoup, d'apports de contenu, il faut, sans relâche, pousser, les choses, ressolliciter les gens. Donc dans la proactivité aussi, c'est un effort important, mais c'est ça qui fait que ça marche et il faut responsabiliser les gens aussi. Typiquement, dans notre programme de laboratoire, toutes les startups, qui sont en train de naître ont un sponsor, interne chez GL, qui, doit les accompagner et qui, se sont aussi investis, d'une responsabilité, de faire mûrir, ces étudiants et tu le disais, avec de l'apport, alors ils ont une petite bourse pour développer le projet, mais c'est surtout l'apport de l'expérience, de l'expertise qui est important et donc dans cet apport intellectuel-là, collectivement, se reposer les questions, prendre un pas de recul en disant: «OK, on a toujours fait comme ça, mais là ça bloque, donc on réfléchit ensemble à ce qui va pas et pourquoi il faut qu'on change». Ça permet, de passer ce cap-là. Merci Emmanuel. Donc, oser repartir d'une feuille blanche plutôt que d'être dans une logique de correction, mais oser se dire, il faut peut-être qu'on aille plus loin et qu'on fasse preuve d'audace par rapport à notre format initial. C'est ça. Moi, j'ai souvent tendance à revenir, à l'embranchement, 1er, à repartir des axiomes, quitte à refaire une partie du chemin, qu'on a fait à l'envers, parce qu'on s'était pas trompé. Mais en tout cas, si on veut innover radicalement, on est obligé de remettre en cause certains choix de la conception globale, quoi. L'innovation incrémentale, elle trouve ses limites, à cet endroit-là, quand on est confronté à une transformation, forte du modèle. Nathalie, je te voyais vouloir réagir. Je pense qu'il faut quand même rester fidèle aux valeurs fondamentales et s'appuyer dessus, puisque bon, je vais quand même aller jusqu'au bout de mon raisonnement, de ma présentation de tout à l'heure. Il faut que la communauté continue à trouver une résonance dans ce qu'on raconte, puisque oui, on crée un nouvel événement, mais c'est quand même pour une communauté qu'on accompagne déjà. Donc, donc après, par rapport justement au fait qu'il y a un glissement du présentiel au digital, il y a aussi cette importance dont je voulais parler, qui est l'importance de l'expérience utilisateur. Je pense que Virginie aura aussi des choses à dire là-dessus, quoi. Et donc, dans cette expérience utilisateur, bon, pour parler de notre cas concret, ce qu'on a essayé de véhiculer, c'est de l'attractivité, puisque en fait, quand on perd l'événement présentiel, eh bien, on perd toute une partie de l'émotion.
Et donc, il faut se débrouiller au niveau de l'expérience utilisateur, je pense, sur beaucoup de rendez-vous tels que ceux-ci. Il faut se débrouiller pour remettre de l'émotion et puis un petit peu de surprise, puisqu'il y a ce sentiment de deuil de la part de la communauté qui ne peut pas se rencontrer. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, bah, super. On y reviendra juste après parce que je sais qu'il y a une vraie réflexion de votre part sur ce côté narratif, storytelling, et éditorialisation, y compris de la communication. Mais avant, j'aimerais revenir à Virginie. Du coup, on en arrive au Medium Digital qui s'est tenu du 2 au 5 juin de manière, comme son nom l'indique, virtuelle. Est-ce que tu peux nous dire évidemment un mot sur ce format évidemment spécifique de cette année? Peut-être ce qui n'a pas été possible cette année en comparaison avec les éditions précédentes des Midem physiques, et peut-être par contre ce qui a été possible de faire en termes de nouveaux services, de nouveaux contenus, et qui ne l'aurait pas été par le passé. Ça, c'est ma première question, et tu vas pouvoir prendre un peu de temps pour bien développer finalement cette réflexion et ce qui a été semblable et ce qui a été vraiment différent. Et puis, ce qui va intéresser évidemment beaucoup de personnes aussi, c'est les questions d'indicateurs de performance. Voilà, ça intéresse évidemment tout le monde. Qu'est-ce qui marche bien dans une transposition digitale? Qu'est-ce qui marche moins bien? Des études montrent qu'en termes de contenu, on peut grosso modo apporter un très haut niveau de contenu et le digitaliser. En revanche, tout ce qui va relever davantage de la transaction commerciale, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ces deux questions. Et pour y répondre, tu peux prendre un peu de temps, bien sûr, Virginie. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Et peut-être avant de donc effectivement faire un point sur le format, parce que donc quand je disais que cette digitalisation, elle s'est imposée pour nous comme une évidence, c'est qu'il y a eu un premier sujet. Ce que disait Nathalie est très vrai, c'est qu'à un moment on s'inscrit dans une communauté, et donc nous, notre première réflexion, elle est partie de l'industrie musicale et de ses besoins, parce que c'était de se dire, dès que la pandémie a frappé, l'industrie musicale a été très fortement heurtée, les artistes ne pouvaient plus circuler, donc c'est soudain tout un modèle qui était bouleversé. Et nous, on a toujours ce rôle, voilà, depuis 1967, d'accompagner cette industrie dans ses évolutions et de répondre, voilà, aux besoins qu'elle peut avoir de se rencontrer et d'échanger. Donc, on a vraiment réfléchi autour de quel était dans ce contexte très bouleversé, comment on pouvait poursuivre ce rôle qui est le cœur de notre mission, qui était un rôle de soutenir la communauté, la servir, et donc en analysant à quels nouveaux besoins elle était confrontée. Donc, il y a eu effectivement des éléments qu'on a transposés parce qu'ils correspondaient à des besoins fondamentaux. C'était notamment tout ce qui était recréer la relation en ligne. On a aussi amené des nouvelles choses parce que, par exemple, ce contexte de Covid-19 posait beaucoup de des challenges inédits. Ça, c'était pas du tout au programme de l'édition de juin 2020 quand on l'a réfléchi en 2019. Et soudain, ça s'est imposé pour pouvoir aider notre industrie à naviguer. Ce qui a été paradoxalement, je pense, une chance pour nous, c'est que cette réflexion sur une présence digitale du Midem, c'était déjà une réflexion qu'on avait engagée depuis quelques temps et qu'on souhaitait mener. On avait une présence à l'année autour des contenus, mais voilà, la partie notamment relation, interaction n'était pas du tout explorée. Et en fait, j'allais dire, cette pandémie, paradoxalement, elle a presque servi d'accélérateur à ces développements, et ça a été l'impulsion qui a permis de les concrétiser. Et en fait, la base, On t'a perdu, Virginie. là, moi, j'ai touché à rien. On t'a retrouvé, c'est bon. Vous m'avez retrouvé, c'est Ouais, parfait. ouais. Et voilà, c'était l'idée qu'on avait soudain une communauté très isolée, voilà, chacun chez soi. Et donc, comment on arrivait, on est sur une communauté avec beaucoup d'entrepreneurs pour lesquels, voilà, rencontrer d'autres partenaires est fondamental. Pour les artistes, ce n'est qu'un écosystème de partenaires. Donc, comment on les aidait via ce service qu'on mettait en place à se retrouver, se rencontrer, se réunir et mieux comprendre, voilà, l'environnement
environnement dans lequel ils allaient opérer. Donc, ça a été, j'allais dire, toute l'expérience utilisateur de Midem Digital a été pensée autour de cette rencontre. On a par exemple un format en physique qu'on appelle Meet the Speaker, qui à la fin des conférences permet de parler avec ses conférenciers, avec ses experts. Eh bien, un des premiers sujets était de se dire comment on le réplique en ligne, parce qu'un webinar, c'est bien, mais ça ne propose pas l'interaction. Donc, on a vraiment travaillé à tout ce qui était recréé autour du contenu, l'interaction qu'on pouvait développer. Et on a aussi essayé de transposer l'ADN. Alors, Cap Digital, notamment, nous accompagne depuis des années autour de la partie start-up. Donc, on avait beaucoup de start-up qui avaient soumis pour notre compétition Midem Lab. Et donc, on a cherché à ne pas les laisser au milieu du gué et donc de pouvoir toujours les accompagner dans la rencontre de toutes les personnalités du monde digital qui les aident dans leur développement. Et donc, voilà. Donc, on a travaillé sur, comme disait Emmanuel, comment transposer sans répliquer, parce que ça n'a effectivement pas d'intérêt, et comment servir au mieux nos communautés artistiques, entrepreneuriales et start-up, puisque c'était eux qui étaient le cœur de cible. Et on a fait le choix aussi, dans le contexte d'une industrie confrontée à un contexte très compliqué, de proposer un accès gratuit à cette plateforme et un accès pérenne, puisque le service s'est lancé le 2 juin 2020, mais il est toujours là. Et depuis un an, en fait, on est devenu bien plus que des programmateurs d'événements, on est devenus des programmateurs ou des producteurs digitaux, et on n'arrête pas par rapport à ça. Alors, ce qui a été possible, si j'ai encore quelques instants, ce qui a été extraordinaire, c'est que soudain, grâce à Midem Digital, la communauté qui se rencontrait à Cannes a rencontré une communauté de professionnels et d'artistes qui n'avaient jamais eu encore l'occasion de venir à Cannes. Donc, ça nous permet d'un côté de les sensibiliser à tout notre écosystème Midem, et ça a aussi permis à une communauté qui est en fait une seule et même communauté, mais de se rencontrer de manière beaucoup plus large. Pour vous donner un exemple, on a 90 pays représentés au Midem à Cannes, on en a eu 153 sur la plateforme. Donc, soudain, il y a des professionnels de territoires comme la Namibie, l'Éthiopie, la Bolivie, le Vietnam, qui sont assez peu représentés encore sur notre événement à Cannes physique, qui soudain ont pu venir contribuer, participer, entrer en relation avec le reste de la communauté musicale mondiale. Donc ça, c'est effectivement une opportunité incroyable pour les professionnels de l'industrie comme pour nous. Et c'est vraiment au final une seule et unique communauté qu'on a envie de servir. On a été tester des choses nouvelles. Par exemple, on a eu en juillet 2020, on a fait en réalité virtuelle un DJ set d'Arabian Prince, qui est donc un rappeur et producteur américain qui est un ex-membre des NWA. Donc voilà, pour plonger. Donc on est en train de faire beaucoup de tests pour voir ce qui fonctionne moins bien, ce à quoi nos audiences réagissent. Mais c'est vrai que cette capacité d'une communauté élargie autour de nouveaux formats, c'est le cœur du champ des possibles. Alors par contre, on sent que nos clients continuent d'adorer le face-à-face. Pour ça, c'est pas du tout en opposition, parce qu'effectivement, comme le disait très justement Nathalie, tout le côté, la surprise, l'expérience collective vécue, elle est plus difficile à répliquer. Donc là aussi, on teste des choses, mais c'est vrai que rien ne remplace les souvenirs collectifs et la sérendipité d'un événement où tout peut arriver, où le hasard joue son rôle. Donc par exemple, c'est un des sujets qui nous intéresse, c'est comment on recrée ces logiques un peu de sérendipité sur le digital. Est-ce que j'ai encore quelques instants sur les indicateurs de performance? Oui, complètement. J'allais te lancer là-dessus, justement. Voilà, donc c'est les indicateurs de performance. Il y a eu un premier sujet. Aujourd'hui, la plateforme digitale, c'est 12 500 membres. Donc, c'est en une année, donc on avait, à l'issue du 2 au 5 juin, on était déjà à 8 000 personnes et on a encore 4 500 nouveaux membres qui sont arrivés grâce aux activations qu'on a fait, les focus régionaux, etc. Donc ça, c'était un engagement important, surtout dans le contexte actuel, se dire si on veut élargir notre communauté, il faut qu'on la voit à l'œuvre, et on voit qu'on a beaucoup de nouvelles personnes, c'est-à-dire des gens qu'on n'avait pas du tout identifiés dans notre écosystème Midem. Je parlais des 151 pays, donc ça c'est une performance, parce qu'effectivement 151 territoires représentés sur notre événement physique, on ne l'avait pas eu. La
notion d'engagement est une notion importante, c'est-à-dire comme on est sur une plateforme qui vit à l'année, comment est-ce que les gens reviennent, qu'est-ce qui les fait revenir. Donc, on teste beaucoup de choses sur du contenu régulier, des formats plus thématiques. Et on a lancé, par exemple, en décembre, une première mondiale qui était la Music Networking Week, parce qu'en fait, en juin 2020, on s'était beaucoup concentré sur le contenu et l'accessibilité, et on a voulu pousser plus loin tous les formats de l'interaction. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une très, très belle appétence, effectivement, pour tout ce qui est la relation en ligne. Ce que nous disent nos clients souvent, c'est qu'aller entretenir son réseau existant, même sans événements physiques, ils y arrivent à peu près. Mais tout ce qui est découvert de nouveaux partenaires, voilà, c'est très compliqué. Donc, on continue notre rôle ici. Merci beaucoup, Virginie. Je vois qu'il y a des questions dans le chat sur le modèle économique. Alors, on y reviendra juste après la prise de parole de Nathalie sur un point très précis au regard de la réflexion que vous avez eue justement sur, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le potentiel de scénarisation lié à cette production de contenu. Parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, il y a une vraie réflexion, comme le disait aussi très bien Emmanuel, sur le marketing produit. Je vais réfléchir à comment je vais digitaliser mon service, mes contenus, etc. Et bien souvent, pour l'expérience utilisateur, l'utilisateur finalement se retrouve lui-même à avoir accès à un grand nombre de vidéos, parfois même 4 jours, 5 jours de vidéos qui vont lui arriver d'un seul coup par email. Un petit peu si je caricature, tiens, débrouille-toi, il y a 4 jours de contenu, maintenant tout est là, à toi de jouer. Toi, donc chez Génération Numérique, vous avez eu une autre réflexion qui est de dire comment je scénarise évidemment le contenu en tant que tel, mais surtout derrière la communication derrière, comment je vais l'éditorialiser aussi pour la rendre finalement digeste et attractive dans le temps. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors déjà, le storytelling et puis l'éditorialisation, pardon, ça fait partie un peu de notre ADN. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on s'est lancé dans cette aventure. La Satis TV s'est mise en place un petit peu tard, puisque on ne pouvait pas la monter avec les partenaires importants que j'ai cités tout à l'heure qui nous ont accompagnés. Donc, dès qu'on a su que c'était banco, on a engagé au travers notre base d'emailing une campagne de communication, d'évangélisation pour présenter toute la richesse de l'événement, parce qu'il y avait ce rendez-vous en live avec des plateaux et on invitait notre communauté à interagir. Mais aussi en parallèle, il y avait déjà des contenus qui étaient mis en VOD à côté, donc une très grande richesse de formats, avec aussi des contenus de type brand content apportés par nos partenaires. Donc, on voulait vraiment que les gens soient conscients dès le départ, mais il y a tellement de formats, une offre si riche, même en présentiel, on se rend compte d'habitude que les gens ne comprennent pas tout ce qu'on leur propose. Donc là, comme on était très centré, justement, on a profité de cette crise pour mettre les choses à plat et puis pouvoir faire en sorte qu'on ressorte le meilleur et qu'on donne un maximum de visibilité à nos contenus. Donc, on a fait de sorte à la fois avant et puis aussi pendant tous les jours un récap de ce qu'il y avait de nouveau, de ce qu'ils avaient pu oublier. On a fait en sorte que notre communauté soit bien consciente de cette offre et soit très active, ce qui fait qu'on a réussi à avoir 10 000 participants en ligne pendant toute cette semaine de live et ça a été vraiment au-delà de nos espérances. Et puis après, comme on a produit comme prévu toute cette richesse de contenu, on a décidé d'éditorialiser cette offre avec un envoi d'emailing à cette base qui est à peu près de 30 000 contacts, un emailing mensuel où on fait des highlights, des mises en avant thématiques qui peuvent être en fonction parfois d'une actualité ou d'une saisonnalité. Et qui regarde à la fois nos contenus, mais on va aussi un peu plus loin, on réenrichit avec de l'éditorial
parce que dans le cadre de l'événement physique, on avait par exemple notamment un festival, le 360 Films Festival, qui est dédié au format immersif. D'ailleurs, pendant la Satis TV, on avait monté aussi un espace de visionnage VR qui était assez innovant. Et donc, en l'occurrence, on revient sur l'actualité des gens qui étaient sélectionnés dans le festival. Et donc, on va faire vivre toute cette éditorialisation jusqu'à l'été, jusqu'au moment où prendra le pas de la nouvelle campagne de communication sur le Satis 2021, qui aura une forme dont on pourra peut-être parler un petit peu tout à l'heure, s'il nous reste du temps. On va essayer de s'en dégager un tout petit peu. On a 3 heures ensemble. Non, mais il nous Bien reste sûr, 5 minutes. c'est Donc, bien ce qu'on avait dit. donc non, il nous reste peut-être deux points en effet qu'on pourrait aborder ensemble. Le premier, c'est notamment lié bien sûr à une question du chat, c'est sur le modèle économique, le meilleur sujet, le sujet le plus simple bien évidemment. Et là, on demandera aussi la rescousse à Emmanuel pour notamment peut-être aussi en termes de méthode, comment appréhender ces sujets-là, puisqu'on sait que le modèle économique est souvent le mur du réel, aussi l'innovation. On vient s'y cracher d'une certaine manière, pardon pour l'image, et on se dit c'est pas possible. Je fonctionnais comme ça économiquement avant, j'avais tel taux de marge, et puis aujourd'hui, tout ça a disparu. Donc peut-être que sur ce sujet du modèle économique, à la fois vous, toi Virginie et Nathalie, je pense que vous aurez d'ailleurs une approche peut-être différente du sujet. Quelle est toi ta conviction, Virginie, sur le modèle économique, sur comment, quel modèle économique il y a eu derrière le Midem Digital? Et j'allais dire peut-être à deux niveaux. Il y a évidemment ce que ça a pu générer en termes de ressources, mais finalement ce que ça peut générer aussi, je ne veux pas déflorer ta réponse, mais c'est de l'investissement. Et tout à l'heure, quand tu disais que tu obtenais de la nouvelle donnée, de la data, que tu identifiais de nouveaux marchés, et capter de la donnée, c'est un investissement à un instant T, mais ce sont des ressources nouvelles potentielles pour demain aussi. Je pense que c'est aussi comme ça que tu vois les choses. Tout à fait. Donc, nous aujourd'hui, dans ce que je vous disais, on a fait le choix, en tout cas au niveau de la participation, de proposer un service gratuit, parce qu'on a eu effectivement peu de temps pour se réinventer, et par rapport à ce rôle effectivement de soutien de la communauté, ça nous paraissait essentiel. Néanmoins, il est vrai que toutes ces nouveaux professionnels de l'industrie qu'on ne connaissait pas encore, ça peut être une manière de les sensibiliser à ce qu'est l'environnement Midem en général. Et comme tu dis, c'est un investissement pour le futur, c'est une opportunité pour nous de faire découvrir cet écosystème Midem à une communauté beaucoup plus large, et demain de l'intéresser à d'autres choses. On a aussi une grande chance, et je les en remercie, on a des partenaires et des sponsors fidèles qui nous ont accompagnés dans cette aventure digitale, là aussi intéressés par toutes les possibilités qu'amène cette communauté élargie. Mais c'est vrai qu'on a eu cette chance, on a des partenaires fidèles, et ils nous ont suivis, et voilà, ce qui a permis de mieux accompagner la communauté au niveau des individus, et c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie. Toi Nathalie, j'imagine qu'il y a peut-être eu une réflexion, ou pas d'ailleurs, tu me diras, avec une logique d'offre packagée, puisque vous avez aussi d'autres activités, comme on l'a dit en introduction au sein de Génération Numérique, l'activité média, régie, etc. Et peut-être que le modèle économique se conçoit pas par briques, mais aussi d'une manière globale. Comment toi tu vois ce sujet-là? Alors, le modèle économique, il va se construire déjà à partir du socle qu'on va pouvoir développer en digital, hein. Donc, sur ce point, on fait peut-être même une petite machine arrière par rapport à beaucoup d'acteurs du marché, parce qu'on avait l'habitude d'offrir beaucoup de choses gratuites à notre communauté. Le salon est gratuit. Nos magazines sont payants initialement pour ce qui concerne la version papier, mais toutes les informations, tous les dossiers qui sont mis en ligne jusqu'à présent, jusqu'en 2020, étaient gratuits. Et juste en 2019-2020, on a décidé de mettre les boosters au niveau de la refonte de nos sites, et on les a fusionnés.
avec la perspective de bâtir une plateforme d'abonnement qui était un petit peu plus musclée pour pouvoir tirer des revenus de notre communauté. Jusqu'à présent, c'était purement financé par l'industrie, par les constructeurs ou les industries de services qui venaient vers nous, soit pour annoncer ou pour exposer. Donc, une fois qu'on a mis cette plateforme en place, qui était opérationnelle juste fin 2020, ça tombait bien, c'était assez intéressant. On a développé tout simplement une petite campagne marketing pour expliquer à notre communauté qu'on pouvait aussi bénéficier des magazines en s'abonnant, c'était pas plus mal pour nous, pour notre dynamisme, pour qu'on reste super branché, super efficace en termes de communication et de veille, hein, puisque c'est quand même notre cœur d'activité. Et qu'on vient souvent nous voir pour nous demander des renseignements sans qu'ils soient monétisés. Et on a passé aussi certains articles qui étaient en ligne en accès restreint pour abonnement. Et fort de ce qui se passe, c'est-à-dire que finalement, depuis le mois de janvier, on a réussi à avoir 30% d'abonnés supplémentaires dans toute notre base. Et finalement, peu de gens qui ont abandonné le site. Il n'y a pas vraiment d'infléchissement de visite. On envisage de transposer une partie de ce modèle sur le salon, avec peut-être au niveau de notre offre en ligne, des webinars, de la formation, plus de vitrines pour nos partenaires. Un modèle économique basé autour de la puissance du contenu et de son apport en connaissances, j'imagine, pour votre communauté. On est quasiment au bout du buzzer. J'aimerais quand même te laisser la parole. Une minute et on ouvre avec quid de la suite aussi, puisque vous avez un petit peu parlé de vos réflexions sur les prochaines éditions. Antoine et Aurit sont dans une pièce à côté, donc ils ne peuvent pas me disputer. Ils ne m'en voudront pas si je prends 3 minutes de plus. Merci les amis. Oui, alors je plus sois complètement à ce qui vient d'être dit sur des petits acteurs. C'est pas forcément la même chose avec GL, j'y reviens, mais sur des petits acteurs, c'est ça le modèle. C'est cette capacité-là à s'appuyer sur sa communauté, à essayer de la monétiser autant que faire se peut. Sur le cas de plus gros acteurs, l'enjeu, il va être plus compliqué parce qu'il faut une transformation culturelle très très forte avant de transformer le business model, qui met beaucoup plus de temps à bouger. GL réfléchit, et ça a très bien marché jusque-là, un homme, une BU, un PNL. Sur du numérique, où on est effectivement vers des questions d'intégration plus forte de services, d'un parcours plus global, de remonter en gamme justement par la connaissance de ce qui se passe dans l'événement, de ce que font les gens, et la capacité à monter sur du conseil plus de l'agence que vraiment de l'organisation et de monter des stands. Il faut réfléchir en portefeuille de services, en portefeuille d'offres, ce qui complique parce que quand on réfléchit en portefeuille, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a des objets qui soient déficitaires et d'autres sur lesquels on attend des marges plus fortes. Merci beaucoup Emmanuel. J'ouvre finalement aussi le sujet de la future table ronde, mais sur cette fameuse suite, sur vos réflexions, on voit la filière se poser la question à différents niveaux. Comment demain on fera justement peut-être dialoguer ou interagir ces communautés dans des formats hybrides, entre les communautés qui seront présentes physiquement et puis les communautés qui seront présentes à distance, les communautés qui vivront la chose de manière synchrone, finalement comme on le fait aujourd'hui, mais aussi de manière asynchrone, étalée dans le temps. Donc il y a la réflexion sur l'hybridation des formats, il y a peut-être la réflexion sur les nouveaux services que cette période vous aura donné, pardon, je vais y arriver, envie de créer pour vos communautés. Il y a peut-être la réflexion aussi de l'expérience à offrir aux personnes à distance. On voit que le monde du retail réfléchit à comment je peux aussi événementialiser l'environnement personnel de la personne qui va être à distance et regarder l'événement digital. Il y a beaucoup de réflexions tous azimuts sur beaucoup de sujets. Évidemment, on ne peut pas tout aborder, mais je vous laisse peut-être piocher dans cette énumération et dans ces boîtes de Pandore qui s'ouvrent en termes de réflexion sur une chose, une vision, un travail sur lequel vous êtes et qui peut là aussi peut-être inspirer ceux qui nous écoutent. Virginie, on commence par toi.
Ah, il faut que Exemple tu remettes. concret, mais C'est bon. ah, C'est c'est bon, c'est bon. bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai un exemple concret, mais en tout cas, nous, le constat qu'on fait, c'est donc je vous parlais de cette en fait, même communauté musicale mondiale, mais on se rend compte qu'il y a des besoins différents et qu'en fait, le digital va être là pour rester parce que l'événement physique peut être une réponse, mais il y a des besoins qui peuvent être très bien couverts par le digital pour des gens pour lesquels faire le voyage jusqu'à Cannes n'a pas de sens d'un point de vue ROI, d'un point de vue distance, etc. Donc, c'est plutôt une même communauté avec des besoins différents, certains qui vont se retrouver via des réponses physiques, d'autres digitaux et d'autres complémentaires. Et je dois vous avouer que sur l'hybride, c'est plus qu'on a hâte d'aller tester les formats parce qu'aujourd'hui, voilà, on les imagine, mais on ne sait pas encore comment les gérer. Donc, par exemple, on se pose des questions sur l'avant, pendant, après, c'est-à-dire est-ce qu'on peut organiser ou pas une synchronicité au moment de l'événement entre les gens sur place et les gens qui sont à distance. On se pose, voilà, on s'interroge sur le fait est-ce que c'est le bon moment pour qu'ils se rencontrent, donc comment on structure l'avant et l'après peut-être un peu différemment. Donc voilà, donc c'est beaucoup, j'allais dire pour aujourd'hui, c'est plutôt un champ d'expérimentation et un champ de questionnement passionnant et surtout on a voilà beaucoup on a des équipes qui ont dû beaucoup se réinventer et qui se passionnent pour ces nouveaux sujets. Donc, j'allais dire en termes de collectif, Bidem et Rimidem, c'est extraordinaire en termes, ce que disait Manuel, c'est l'intrapreneuriat, même si voilà, on le fait sans open innovation, il est vraiment très fort en ce moment. Et donc, c'est une belle énergie collective pour aller, voilà. En tout cas, en ce moment, on se pose des questions et on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver l'hybridation et les événements physiques pour aller la tester. Merci Virginie. Et donc Nathalie, Satis 2021. Pareil, comme Virginie, on s'interroge beaucoup sur où il va falloir placer les curseurs. On ne pourra pas revenir en arrière, ce n'est pas dans notre intérêt ni dans l'intérêt de nos communautés. Où placer les curseurs entre le présentiel et l'offre en ligne sur la semaine de l'événement. Après, on ne s'interroge pas trop sur le fait qu'il y a une valeur ajoutée à le faire vivre toute l'année. Donc, il y aura peut-être des répliques plus modestes de ce qu'on a pu faire sur la Satis TV. En tout cas, c'est également avec beaucoup d'enthousiasme qu'on s'engage dans cette voie parce que, comme toute crise, c'est effectivement, ça nous oblige à poser les valises et du coup à travailler sur un chantier qu'on met beaucoup de côté quand on est dans l'opérationnel, c'est la RSE et ça c'est chouette. L'objet des discussions, alors là au long cours, puisque ça, ce sujet-là va être évidemment au cœur de toutes les réflexions. Je vous remercie beaucoup, Virginie à distance, Nathalie et Emmanuel sur le plateau. Je vous remercie aussi les personnes qui ont assisté à cette première table ronde. Évidemment, vous restez avec nous pour la deuxième. Aurit va se prépare pour prendre le relais. Et juste pour assurer la petite transition, on vous a préparé le teaser de la première web série de l'Innovatoire. L'Innovatoire, on en a parlé en introduction. 4 mois de travail avec 3 écoles, Sciences Po, ENSA, AMA, Olivier de Serres et puis les FAP Paris pour produire de la réflexion sur les grands sujets sociétaux, l'engagement, la confiance envers les marques, etc. Et ça a donné lieu à une web série de 8 épisodes. Le premier a été publié vendredi dernier et on en publiera un par semaine. Voilà, modestement, on essaie aussi de scénariser la manière dont on diffuse le contenu. Merci à tous et à toutes. Bienvenue à la première émission de l'Innovatoire, source d'inspiration pour l'événement. L'Innovatoire, c'est un mélange savoureux de bonnes idées et de bonnes pratiques. C'est vraiment la petite bulle d'oxygène hyper appréciable qui permet à nouveau de se projeter, sur réfléchir aux enjeux de demain et à quelle forme prendront les événements au moment de la reprise. Ce sera plus jamais comme avant. Il faut que l'on soit alerte intellectuellement, il faut que l'on trouve des solutions, il faut que l'on réfléchisse pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions parce que ça va aller très très vite. Et finalement, c'est bien parce que du coup, ça titille un peu les professionnels, ça fait bouger des lignes. Initialement, nous étions partis sur l'organisation d'une soirée, un temps de rencontre entre les étudiants et les professionnels de l'événementiel. La crise sanitaire nous a obligés
à revoir le format de cet événement. Pendant plusieurs mois, ça a été des allers-retours entre un format hybride, un format total digital. Et puis finalement, nous avons décidé d'organiser une journée de tournage. C'est un beau projet, c'est un beau lieu. Je suis également surpris par la qualité des prestations des étudiants. Donc au final, un super travail d'équipe. L'exercice dans son ensemble était assez intéressant. Ça nous a permis d'avoir un réel échange sur nos mémoires, mais également sur comment on allait pouvoir les mélanger les uns aux autres. Ça nous a aussi permis de travailler en équipe autour d'un média. On s'est tout entraidé et on s'est tiré vers le haut et c'était vraiment hyper agréable. Et plus largement, c'était aussi une première approche du secteur événementiel et je trouvais qu'on avait des enseignants extrêmement pédagogues. On a traité de sujets plus que dans l'actualité, puisqu'on a parlé de tout l'événementiel au gré du contexte actuel dans lequel on est. Je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, et spécialement en période de Covid où justement on a dû faire la part des choses. Je me suis rendu compte en fait que l'événement, c'est bien plus qu'un événement. Un événement, ça peut vraiment avoir un impact sur la société. Ça nous a permis aussi bien évidemment de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux professionnels, et c'est toujours un plus dans notre milieu. De le mettre en pratique par une émission, c'est vrai que ça rend la chose encore plus pertinente. J'avais jamais fait cet exercice de passer devant des caméras. C'est quelque chose qui professionnellement ne manquera pas de nous servir. OnePoint, je leur mets un good point parce que c'est vraiment un super lieu. Je trouve ça génial comment c'est agencé. C'est un espace très coloré, très lumineux, très agréable. C'est très formateur finalement, très enrichissant. Regardez cette émission, ça sera pour vous l'occasion en quelques minutes de recevoir des mois et des heures de recherche. Super intense et super intéressant. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre au Show Must Go On 3 sur le futur de l'événementiel. Nous allons maintenant passer à la deuxième table ronde qui est consacrée aux innovations pour l'événementiel de demain justement. Donc on va continuer de parler un peu de prospective et on va parler avec deux innovateurs, deux personnes qui innovent dans plusieurs domaines, domaine du sport, des festivals, la musique. Donc, je vais représenter rapidement nos deux intervenants et puis montrer des petites vidéos de présentation. N'hésitez pas d'ailleurs à me corriger si je fais une petite erreur sur votre bio. Donc, je vais commencer par Maude Clavier. Bonjour Maude. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes créatrice en réalité virtuelle. Vous avez créé votre propre société, je pense, dans la réalisation de films 360. Et depuis, je pense, plusieurs mois maintenant, vous travaillez avec la société Vroom, qui se spécialise notamment dans l'événementiel en XR, qui fait de la XR sociale. Vous nous expliquerez un peu ce que c'est. Et vous avez notamment réalisé le fameux concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame pour le Nouvel An, devant des millions de spectateurs en réalité virtuelle. Donc vous nous raconterez un petit peu les coulisses. Et puis vous avez également plus récemment travaillé au festival South by Southwest que vous avez recréé en réalité virtuelle. Donc on va montrer maintenant une petite vidéo pour présenter Vroom justement. À tout de suite. Alors, je vais passer au deuxième intervenant, une petite présentation. Donc Pierre, bonjour Pierre, vous êtes directeur commercial et marketing de Sport Hall. Vous travaillez dans le domaine de l'événementiel sportif depuis une quinzaine d'années maintenant. Vous avez créé également W Arena, qui est une société de conseil notamment pour la billetterie des stades,
voilà, de toutes ces grandes salles qui accueillent du public pour les événements sportifs. Et puis, vous avez créé avec, je pense, c'est très très neuf, je pense que vous avez lancé d'ici fin novembre 2020, donc en plein confinement, cette plateforme de streaming qui s'appelle Sporthall et dont l'originalité notamment, c'est de présenter des sports qui sont très très peu médiatisés, qu'on ne voit pas sur la télévision. Et vous avez notamment vous nous en parlerez, diffusé le Vendée Globe. Donc vous nous raconterez un petit peu tout ça. Je vais maintenant demander à mes collègues de présenter la petite vidéo de présentation de Sporthall. À tout de suite. Merci. Super, ça donne envie d'aller sur votre application. Alors juste un petit rappel avant de passer à ma première question à nos participants sur Livestorm. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Je les regarderai de temps en temps. Il faut bien aller sur l'onglet questions, sinon je ne les verrai pas, parce qu'il y a un onglet chat. Mais pour poser vos questions à nos deux intervenants, c'est dans l'onglet questions. Merci. Alors, première question, tout d'abord à Maud. Donc, ce qu'on voit avec ce que vous faites chez Vroom, c'est vraiment une réinvention de l'expérience en fait du spectateur, puisque vous réinventez des événements du réel dans le virtuel et vous faites ce que vous appelez de la réalité virtuelle sociale. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est, nous en donner un peu la définition et puis nous expliquer un peu comment vous transformez cette expérience notamment voilà, sur South by Southwest, par exemple, qui vient de se terminer? Eh bien, la réalité virtuelle sociale, en fait, c'est des plateformes virtuelles dans lesquelles on se retrouve sous forme d'avatar et on retrouve des personnes réelles, c'est-à-dire que nous trois, on pourrait se retrouver dans un monde recréé en images de synthèse, qu'il soit artistique ou assez réaliste, et on peut discuter là-dessus. Les plateformes de réalité virtuelle sociale sont accessibles par ordinateur ou par casque de réalité virtuelle. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est accessible au plus grand nombre. Et pour South by Southwest, le festival qui vient de se terminer, avec Vroom, on a créé une version virtuelle d'Austin avec quelques lieux de concerts et des cinémas qui projetaient la compétition officielle du festival, donc musicale et cinématographique. Et du coup, tous les professionnels qui avaient une accréditation se retrouvaient sur la plateforme virtuelle entre avatars et pouvaient participer à des talks et voir des films ensemble. Super, donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté le festival South by Southwest, c'est un festival assez connu aux États-Unis autour du cinéma, de la musique, de l'innovation, et qui donc pour la première fois, il me semble, s'était fait en réalité virtuelle grâce à Vroom. Pierre, une question pour vous maintenant. Donc justement, le Sporthall, donc on va s'intéresser maintenant au sport. Mais vous disiez, sur votre site, vous disiez, enfin, je vous cite, que vous transformez en fait le téléspectateur. Je ne vais pas appeler ça le téléspectateur, mais enfin le consommateur, le fan, on va dire, de sport en directeur de programme. Parce qu'en fait, vous lui proposez une expérience quasi personnalisée où il peut choisir des sports, il peut choisir l'angle, il peut choisir finalement sa manière de voir, de consommer le sport. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en fait comment finalement, là aussi, vous révolutionnez un petit peu ce qu'on appelle la fan experience? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole sur cet échange. Écoutez, oui, le Sporthall est avant tout un média du sport, un nouveau média du sport, 100% vidéo et 100% digital.
comment on arrive effectivement à améliorer l'expérience fan, c'est en proposant des lives de compétition de tout type et de toute discipline sportive, live qui ont du mal en ce moment à se faire puisque les compétitions et l'agenda des compétitions a été chamboulé par le Covid. Il n'en reste pas moins vrai que le sport professionnel peut continuer quand même à exister, mais à huis clos. Donc effectivement, on est assez contextuel dans le fait de pouvoir continuer à pouvoir faire suivre certains événements sportifs aux fans, à commencer quand même à en faire découvrir certains autres, du fait aussi qu'on ne se focalise pas seulement sur l'événement et le live de l'événement, mais tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, la consommation du sport, ce n'est pas seulement l'événement sportif en tant que tel, mais tous les à côté, le backstage. Donc, il y a des programmes d'immersion de 360 degrés que l'on accompagne. Je vais citer le Vendée Globe, vous l'avez cité vous-même, qui était un des premiers événements qu'on a pu diffuser sur notre application Multisport, qui a été lancée effectivement en novembre, et qui nous permettait de donner aux fans une expérience sur 3 bateaux. Il y avait 3 caméras qui étaient embarquées sur 3 bateaux au départ du Vendée Globe. Et grâce à cela et au flux inter qu'on diffusait aussi, qui est le flux télévisuel, eh bien, on donnait la possibilité aux spectateurs de pouvoir choisir son angle de vue et la façon dont ils voulaient vivre le départ. Alors évidemment, on n'avait pas des caméras sur tous les bateaux et on les avait que pendant un certain temps, puisque après… en pleine mer, c'est très difficile quand même de pouvoir couvrir ce genre de transmission et de diffusion. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de provoquer, de produire et de pousser sur Sporthall. Et je pense qu'il y a plein de nouvelles technologies qui existent, hein, dont celle de Maud, et plein d'autres à venir. Voilà. Et Sporthall se doit de pouvoir en être un catalyseur et un diffuseur. Donc justement, on va parler un petit peu de cette nouvelle technologie, des coulisses un petit peu des différents événements sur lesquels vous avez travaillé. Donc je vais revenir avec Maud sur… là, on me pose déjà des questions sur South by Southwest, sur le nombre de participants, par exemple, le nombre de connexions. Voilà, si vous avez quelques chiffres à nous proposer. Puis également, j'ai envie de revenir avec vous sur le concert de Jean-Michel Jarre, un petit peu comment ça s'est passé, hein, comment vous avez pu réussir voilà, en très peu de temps à monter ce concert, quel est le budget pour ce type d'événement virtuel par rapport voilà, à un événement réel, si on avait fait un vrai concert dans Notre-Dame avec Jean-Michel Jarre. Donc voilà, si vous avez des petites révélations à nous faire sur les coulisses de cet événement assez unique en son genre et également sur ce festival recréé complètement en virtuel. Déjà, pour les datas de Southwest, elles ne sont pas encore finalisées, mais il me semble qu'on a enregistré à peu près 13 000 participants virtuels. Donc, c'est quand même une énorme participation pour un événement payant, en plus, via une plateforme virtuelle où on se retrouvait donc sous forme d'avatar. Et les coulisses de Jean-Michel Jarre, alors moi, j'étais pas trop à la partie budgétaire, donc je pourrais pas donner d'infos très précises là-dessus. Par contre, c'est un projet qui a été donc subventionné par la mairie de Paris et qui a été diffusé de façon gratuite. Et c'était un énorme challenge parce qu'il fallait à la fois que ce soit un projet intéressant télévisuellement, donc pour une diffusion sous forme plate. Et c'est là que j'ai eu mon énorme challenge en tant que réalisatrice de donner un rythme assez intéressant et filmer dans la réalité virtuelle des choses qui habituellement semblent peut-être pauvres à l'écran. Enfin, dès qu'on est en immersion dans un monde virtuel, l'expérience elle est énorme, mais rediffusée, elle peut paraître beaucoup plus fade. Il fallait que l'expérience soit intéressante dans un casque de réalité virtuelle et que les gens aient une réelle sensation d'être ensemble à un concert. Et ça a très bien marché. Toutes les personnes qui ont mis un casque ont trouvé que c'était vraiment un des meilleurs événements, un des meilleurs concerts virtuels qu'ils avaient fait. Et on a aussi filmé en 360 dans cette réalité virtuelle pour diffuser à des personnes qui auraient des dispositifs moins ambitieux que des casques de gaming. Même si le concert virtuel était accessible par ordinateur, c'est quand même intéressant de le vivre
en immersion. Donc, on avait tous ces canaux de diffusion sur lesquels il fallait avoir un produit triple A, comme on dit. Donc, c'était un énorme challenge. Et Jean-Michel Jarre avait fait un premier concert pour la Fête de la musique en juin dernier, en partenariat avec le ministère de la Culture et Vroom. Moi, je ne travaillais pas encore pour Vroom à cette époque-là, mais c'est grâce à cette première expérimentation qu'il a estimée donc pas parfaite et plutôt comme un laboratoire, qu'il a ensuite eu l'idée et l'envie de créer Welcome to the Other Side avec la mairie de Paris, dans la cathédrale de Notre-Dame. Donc c'est assez fou d'être en réalité virtuelle dans la cathédrale de Notre-Dame et de la revoir aussi s'animer avec des effets 3D un peu futuristes, même à la télé. Et Jean-Michel Jarre, c'est quelqu'un qui est très travailleur, précis, dans le détail. Donc il a vraiment poussé chaque aspect du spectacle à son maximum. La réalisation télévisée, on a pu tourner au studio Gabriel, la version de lui-même en live, VS la version virtuelle. Enfin, c'était un projet hyper ambitieux et effectivement, ils sont montés en 2 mois et demi. Donc, c'était vraiment très, très speed. On a peu dormi. Ah oui, donc c'est en très peu de temps. Et donc, vous avez recréé, c'est ça, Notre-Dame, en fait, si je ne me trompe pas. En fait, il y avait des modèles 3D, effectivement, qui existaient de la cathédrale, mais on a dû quand même les réoptimiser complètement et les recréer pour les diffuser sur la plateforme VRChat, qui est donc une plateforme de réalité virtuelle sociale, parce que les calculs sous cette plateforme ne sont pas les mêmes que dans un jeu vidéo diffusé sur PlayStation ou d'autres supports. Et donc, ça a demandé un retravail. Il y a eu un artiste qui s'est occupé que des effets 3D autour de la scène pour donner un peu plus de dynamisme, qui s'appelle Vincent Masson. Il y a eu aussi un scénographe et light designer qui s'appelle Yvan Morandini, qui travaille depuis 5 ans avec Jean-Michel Jarre dans le spectacle réel, qui du coup a réappris son métier dans le virtuel. Donc c'est hyper intéressant puisqu'il a amené une vraie connaissance du light design dans la plateforme virtuelle, ce qui a donné un aspect un peu plus réaliste au concert. Et enfin, Jean-Michel Jarre qui a chapeauté l'ensemble artistiquement, créativement. Enfin, il était vraiment sur tous les fronts. C'est assez impressionnant. Et Pierre, donc, en ce qui concerne votre expérience pour notamment le Vendée Globe, on va revenir là-dessus. Vous m'avez d'ailleurs dit que voilà, la réalité virtuelle, ça pourrait être également quelque chose d'intéressant voilà, pour le sport peut-être à l'avenir. On en reparlera. Mais comment vous êtes organisé pour rendre un peu, voilà, pour vraiment proposer cette expérience un peu premium, un peu originale par rapport à ce qu'on propose, notamment voilà, sur les chaînes hertziennes. J'ai envie de dire comment vous avez là aussi mis en place cette réalisation, ce tournage un peu particulier au Vendée Globe. Oui. Alors, nous sommes effectivement un média digital, mais nous sommes aussi, comme je le disais, un agrégateur de pas mal de choses autour de notre média. Un des pans de notre activité, c'est d'assurer qu'il y ait une production audiovisuelle, donc une captation de qualité, quoi qu'on couvre, c'est-à-dire une petite discipline, une compétition majeure, il faut toujours avoir la capacité de le filmer de la bonne façon et surtout de façon assez économique dans la plupart des cas et des disciplines sportives. Et aujourd'hui, les fédérations ont du mal à trouver des fonds. Les clubs souffrent et donc il faut leur apporter des solutions économiques et légères. Malgré tout, il y a des compétences que l'on agrège. Et là, par exemple, sur le Vendée Globe, c'est quand même dans le haut du panier de ce qu'on peut proposer en termes de taille d'événement. Eh bien, on a travaillé avec Orange Events qui déploie des solutions technologiques intéressantes, des caméras et du 360, permet une connectivité maximale, va pousser un petit peu les limites aujourd'hui même de la 5G pour essayer d'accompagner dans tous les cas de figure des sports outdoor et nous permettre de vivre une expérience. Donc c'est ce que l'on recherche sur Sportall. Et là, on parle de l'événement. Et autour de l'événement, effectivement, le virtuel va nous amener une meilleure connaissance des coulisses de cet événement, va nous permettre peut-être d'intégrer l'athlète dans la démarche de mieux connaître une discipline, dans la démarche de proposer, de présenter, je dirais, un événement et de le promouvoir sur le long terme.
Voilà, c'est ce qui nous différencie des plateformes de streaming classiques qui, elles, sont là pour réaliser et diffuser des événements ponctuels. Nous pensons, et nous avons même la certitude que le média de demain, c'est celui qui connecte les fans, mais de façon régulière, avec un contenu, je dirais, 360 et personnalisé. Et le virtuel, comme les autres avancées technologiques, permet aujourd'hui d'aller personnaliser un contenu. Notre application multisport permet aujourd'hui de sélectionner, donne aux fans la possibilité de sélectionner ce qu'ils veulent voir. Demain, avec l'intelligence artificielle, nous allons lui pousser des contenus qui lui seront recommandés, comme un Netflix. La capacité technologique que l'on peut avoir avec nos intermédiaires de pouvoir clipper des moments forts, de pouvoir réduire une expérience vidéo au minimum. Les jeunes consomment beaucoup de vidéos, mais des vidéos très, très courtes. Et quand ils le veulent, il faut qu'on accompagne ces nouveaux modes de consommation. Et c'est en cela que la technologie et que notre développement, les développements de notre plateforme a été ciblé. Juste pour revenir 2 minutes sur le Vendée Globe, comment vous avez réussi à convaincre l'organisation de tester cette nouvelle manière de montrer le Vendée Globe, de le médiatiser? Comment est-ce que vous étiez organisé avec certains navigateurs à l'avance, je suppose, comment ça s'est un petit peu, est-ce que là aussi ça a pris très peu de temps, comme pour le concert de Jean-Michel Jarre, ou au contraire, est-ce que ça a supposé une préparation un peu plus longue? Alors, je ne peux pas trop vous dire parce que c'est Orange Events qui a réellement travaillé sur ce sujet-là. Je sais que ça a été un travail quand même de longue haleine. C'est pas évident du tout d'installer ce genre de dispositif. Il faut évidemment, dans un événement comme ça, traiter avec l'organisateur, avec chaque bateau, avec chaque sponsor, avec chaque navigateur. Il faut que tout le monde soit intégré dans la démarche. Je pense que Maud pourra le dire aussi. Il ne faut pas que le virtuel, que l'immersif soit considéré comme un peu la petite cerise sur le gâteau. Il faut vraiment que ça soit considéré comme central dans la promotion de l'événement et la façon dont on veut le vivre. Mais je ne peux pas répondre à votre question de façon détaillée puisque là, du coup, on a fait appel à un prestataire. D'accord, très bien. Alors justement, on a parlé de 5G, de plateformes de réalité virtuelle. J'ai une question d'ailleurs d'un participant ce qu'on a parlé de VRChat, qui est une plateforme américaine qui fait ce qu'on appelle donc de la réalité virtuelle sociale. Donc il se demandait s'il y avait une plateforme européenne, parce qu'il y a aussi la problématique des données. Donc Maud, peut-être que vous en savez plus. Donc ça me permet d'ouvrir un petit peu à la fois pour l'événementiel et puis pour le média, sachant qu'il y a de plus en plus d'hybridation, comme on a vu avec nos intervenants précédents. Finalement, on voit beaucoup d'événements qui deviennent Sporto est un média du sport, mais on voit très bien que beaucoup d'organisations comme IDEM également se posent de plus en plus comme des communautés. Certains se posent la question d'être également un type de média. Il y a beaucoup d'hybridation. Donc, ma question, c'est comment vous voyez dans 20, 30 ans, avec l'impact peut-être de cette crise, le futur des événements grâce à la 5G, grâce à la réalité virtuelle? Est-ce qu'on va passer vers quelque chose d'hybride, ou vers quelque chose de plus en plus virtualisé? Voilà, comment vous voyez un petit peu dans quelques années l'événementiel se développer? Donc, je vais commencer par vous, Maud. D'abord, je vais répondre un petit peu rapidement sur la question de la plateforme européenne. Du coup, effectivement, VRChat est américain et on cherche à obtenir une souveraineté européenne à tout niveau. Je veux dire que ce soit Google, Facebook, VRChat et toutes ces plateformes. Donc, on reste les yeux grands ouverts sur ce qui se passe en Europe en termes de plateformes virtuelles. On en a repéré quelques-unes, mais qui sont encore assez émergentes pour l'instant et qui ne proposent pas tous les services de VRChat. Du coup, ça fait partie de nos recherches, mais on n'a pas trouvé un équivalent pour l'instant
qui propose des services aussi poussés, mais on aimerait bien. Ça fait partie aussi des démarches annexes de créer une association européenne qui mènerait des études là-dessus, sur les plateformes européennes, qui essaierait d'obtenir des fonds pour un développement à ce sujet. En parallèle, pour répondre du coup à la question d'hybridation événementielle, j'y crois beaucoup personnellement parce que j'ai commencé à participer à beaucoup plus d'événements depuis l'avènement du virtuel social. Il y a 1 an, j'ai pu participer à Tribeca, à des grands festivals américains auxquels moi-même je ne participais pas avant par manque de moyens. Et je pense aussi qu'il y a une espèce de conscience écologique globale qui est en train d'arriver. Donc plutôt que de participer à 15 événements physiques par an, peut-être que les personnes en choisiront 3 plus grands et plus prestigieux et qui participeront aux autres de façon virtuelle. Donc je crois évidemment à l'hybridation. Je pense que c'est un énorme challenge, comme le soulevait Virginie tout à l'heure, de trouver une espèce de simultanéité intelligente entre l'événement physique et l'événement virtuel, que ce ne soit pas 2 événements qui se passent l'un à côté de l'autre sans jamais se croiser. Je pense aussi que dans l'événementiel virtuel, le rythme est complètement différent. Il faut organiser des sessions plus courtes. J'éviterai les événements très denses sur une journée comme un événement réel où on peut supporter parce qu'on se croise, on va boire des coups, on vit de l'informel. Évidemment, dans VRChat, etc., on recrée de l'informel et c'est hyper important. C'est pour ça que j'aime autant le métier que je fais, c'est qu'on arrive à se retrouver physiquement et créer des moments comme ça, mais on ne supporte quand même pas un casque ou un ordinateur 12 heures par jour. Donc pour moi, c'est important de repenser aussi le rythme de ces événements. Peut-être, pourquoi pas, ponctuer à l'année, comme le disait aussi Nathalie, avoir des micro-événements toute l'année où on se réunit à moins de personnes, mais on parle de thématiques diverses et variées. Enfin, c'est tout un rebricolage à faire et non pas un remplacement de l'événementiel réel, mais une façon globale de repenser son événement sur l'année de façon plus ponctuelle, avec des timings différents et savoir, bon, bah, ok, qui je réunis en réel, qui je réunis en virtuel, comment croiser les mondes. Et pour ça, Southwest a réussi quelque chose d'assez fort, je trouve, parce qu'ils avaient une plateforme en ligne, des sessions networking via Zoom, etc. Mais ils avaient tout de même toute cette partie-là sur VRChat où on pouvait se rencontrer et vivre des événements ensemble. Donc, c'était pas que VRChat non plus l'événement, c'était inscrit dans un ensemble à part entière. Merci Maud. Donc Pierre, même question dans le domaine du sport. En préparant cette table ronde, on a pu discuter un petit peu pardon, les petits bruits dans le micro, je vois, de l'hybridation également dans le domaine du sport. On a parlé par exemple de l'impact un peu du e-sport sur le sport avec l'organisation de e-battle, je pense, en breakdance, avec des breakdancers qui se font des battles comme ça, notamment, je pense, en réalité virtuelle. Donc, comment vous voyez, notamment avec votre média un petit peu, parce que je pense que vous vous intéressez beaucoup à tous ces sports émergents, est-ce que vous voyez comme ça une transformation, une évolution dans la captation du sport avec le contexte aussi de la crise de la Covid-19 qui, là aussi, transforme complètement la manière de montrer le sport. Je pense notamment aux Jeux Olympiques au Japon qui vont être a priori, qui n'accueilleront pas du public étranger. Donc voilà, quel est votre point de vue dans le domaine du sport sur le futur de l'événementiel ? Bien, écoutez, c'est vrai qu'on voit apparaître des événements hybrides qui aujourd'hui s'organisent du fait de la pandémie et du fait de l'incapacité qu'on a à se déplacer. C'est vrai que l'e-sport a été précurseur, les danses et le breakdance l'est aussi dans l'organisation comme vous dites, des battles qui permettent de voir un événement se passer avec des athlètes qui concourent de chacun de leur côté. Ils peuvent être chez eux, ils peuvent être dans un gymnase, ils peuvent être dans leur club. Et un jury, des juges centralisés qui reçoivent les images et qui donc peuvent bien noter et définir qui a remporté la compétition. Ça se fait aujourd'hui dans les danses, ça se fait en natation artistique, ça se fait au plongeon, ça va se faire dans plusieurs disciplines sportives. Et c'est vrai que voilà, c'est ce monde du virtuel mêlé à des compétitions en présentiel, mais chacun de son côté, avec de l'interactivité. Il va falloir apporter de l'interactivité entre l'événement et le fan. Bon, il y a des plateformes comme Twitch
qui le font très bien mais qui sont très, très spécialisés dans le e-sport. Nous, voilà, on va accompagner ces nouvelles façons d'organiser des disciplines, mais focalisées sport traditionnel, sport digital. Voilà, on va trouver ces deux mondes vont peut-être se rapprocher. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on voit arriver. L'arrivée des avatars aussi, comme dont parlait Maud, l'arrivée de la billetterie virtuelle sur certains événements qui permettrait soit d'assister donc en présentiel, soit de prendre un billet pour pouvoir être, je dirais, connecté en ligne à travers un pass digital, hein, et certainement le pay-per-view qui va aussi être, à mon avis, de plus en plus utilisé pour pouvoir suivre un événement à la carte, personnalisé. Ça, ce sont les deux, je dirais, les deux trends que l'on voit sur comment vivre demain un événement sportif. Merci. Je regarde un petit peu aussi les questions des participants. J'en ai une autour donc là aussi, des salons virtuels. Il y en a qui se posent la question. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'essais de virtualiser ces événements. On a bien vu qu'ils ne sont pas toujours concluants. Donc, quel mode, quel est pour vous finalement vous avez déjà commencé un petit peu à répondre, mais peut-être aller un peu plus dans les détails. On a bien vu qu'un événement en réalité virtuelle ou hybride ne peut pas être le même qu'un événement réel en termes de timing. Voilà, qu'est-ce que, si vous deviez donner un peu des tips, des conseils à quelqu'un qui doit organiser son événement en VR, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil pour que le spectateur puisse en profiter autant qu'un événement in real life, comme on dit? Déjà, il existe plusieurs plateformes de réalité virtuelle sociale, je vais rester un peu dans ce domaine-là qui est le mien. Laval Virtual a organisé son festival, par exemple, sur une plateforme qui s'appelle Virbella et qui est un peu cartoonesque dans les graphismes, mais qui permet de se réunir à énormément de personnes. Et j'ai trouvé que c'était une édition très réussie parce qu'on pouvait se téléporter de salle en salle, aller à des conférences différentes, explorer des thématiques. Là, pour Southwest, on a choisi donc la plateforme VRChat qui est beaucoup plus fun, ludique et qui se prête mieux à un événement sur l'entertainment. Donc déjà, je donnerais le conseil de bien se renseigner sur les différentes plateformes qui existent parce que chaque plateforme a une âme un peu différente et transmet une énergie différente dans la façon de se retrouver, dans les avatars proposés. Altspace aussi, la plateforme de Microsoft, c'est plutôt des avatars qui se ressemblent un peu tous, plus cartoonesques, et donc c'est des événements un peu plus corporate qui peuvent s'y produire. La plateforme donc, le rythme de savoir comment maintenir une programmation dense et intéressante, mais ne pas en mettre trop sur une même journée, c'est ce que je dirais. Vérifier de bien communiquer sur les événements sociaux dans la réalité virtuelle, dire voilà, on peut se retrouver à telle heure pour tel événement sur la plateforme, parce que si on laisse quelque chose d'un peu flottant, ça peut être moins réussi. Vraiment donner des rendez-vous. Et voilà les conseils que je donnerais pour l'instant. Après, je trouve aussi intéressant de créer de l'informel, comme je le disais sur Southwest aussi, on a créé des concours d'avatars, des cartes racing, on avait fait des petites cartes dans des mondes virtuels, des drones, donc on a créé des événements comme ça complètement hors sujet pour le festival, mais qui ont permis de passer des bons moments entre professionnels et de tisser des liens. Et ça, c'est hyper important de tisser des liens sur le virtuel. Et pour moi, la réalité virtuelle sociale reste la meilleure solution pour ça, parce que tisser du lien sur Zoom, c'est hyper compliqué. Tisser du lien sur un chat, c'est hyper compliqué. Enfin, tout ça, ça demande un peu de temps et d'expertise. Et c'est pour ça que se retrouver sur les plateformes virtuelles, que ce soit dans des contextes complètement loufoques et fun ou dans des contextes un peu plus corporate. Il y a aussi la plateforme Engage qui est très, très bien pour ça. Et bien, ça permet de se voir entre collègues, de vivre de l'informel et d'avoir une sensation de présentiel un peu plus forte. Merci. J'ai une petite question, on va revenir dans le sport. Pierre, si vous voulez bien. Une petite question dans le chat.
pour Sporto, vous avez donc un réseau de podcasteurs, donc de procasteurs, pardon, donc de personnes qui captent pour vous voilà, les différents événements sportifs. On nous parle aussi, on a une question autour de est-ce que vous avez pensé également à la question du storytelling? Voilà, est-ce que vous auriez un réseau de storytellers, de gens qui pourraient un peu, qui seraient plus dans la, voilà, dans la mise en, voilà, dans un storytelling sportif? Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous réfléchissez ou voilà, un petit peu dans la mise en scène, dans ce que vous présentez sur votre plateforme? Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que c'est, en tant que média, on doit accompagner nos ayants droit et les disciplines qu'on couvre avec du storytelling. Et d'ailleurs, on est un petit peu, entre guillemets, concurrent avec la télévision, puisqu'on est dans le digital et dans l'OTT, mais en même temps, on est complémentaires. Et d'ailleurs, il faut qu'on trouve les meilleures pratiques dans la télévision, parce qu'il n'y a rien de mieux, je dirais, que les journalistes sportifs à la télévision et la puissance de la télévision pour pouvoir montrer des belles images et créer de l'émotion. Nous, on voudrait le faire la même chose, mais au niveau d'une plateforme OTT et multi-écran, son téléphone, son ordinateur et la télé connectée. Donc, on a évidemment, on travaille sur le côté éditorial. On a des journalistes aujourd'hui qui nous rejoignent. On a surtout dans notre board un ancien directeur général de RMC Sport qui s'appelle François Pessanti, qui vient de rejoindre l'équipe Sportall et qui nous apporte énormément sur ce sujet-là, qui est central. Et on a déjà comme idée de pouvoir faire participer tout le monde à cet effort éditorial. Tout le monde, c'est-à-dire l'ayant droit, qui lui, la fédération, le club, l'organisateur d'événements, connaît son événement et doit apporter sa pierre à l'histoire que l'on veut raconter. Ensuite, il y a les athlètes dont je parlais, qui eux-mêmes vivent de l'intérieur et il faut leur donner effectivement la parole. Et il y a aussi le fan ou la personne qui vit dans l'événement, mais qui n'est pas l'athlète et qui, lui, peut apporter aussi beaucoup dans l'enrichissement de cette expérience fan. Et on a développé, par exemple, une petite appli de captation individuelle dans l'appli Sportall, qui permet de jouer un petit peu à l'intervieweur, à celui qui va générer du contenu. Alors, ces droits d'accès sont limités. Tout le monde ne va pas pouvoir participer à ce dispositif-là. Mais c'est comme ça qu'on arrive à rajouter de l'âme, à rajouter du peps sur un événement qui peut-être être un peu linéaire. Toutes ces couvertures d'événements sur YouTube, Facebook, où on passe des heures à regarder des gens qui tapent dans un ballon. Pour certaines personnes, ça ne les intéresse pas. Par contre, si on met quelqu'un qui vient parler du sujet, quelqu'un qui vient de sortir du terrain et qui donne ses émotions et qui les partage, ou quelqu'un qui donne un angle de vue différent dans les tribunes, et bien là, tout de suite, on a quelque chose de plus intéressant. Et le but du jeu, c'est qu'on attire une audience supplémentaire à celle qui existe déjà. Et ça va faire bénéficier tout l'écosystème sportif parce que c'est des futurs adhérents, c'est des futurs licenciés, c'est des gens qui vont demain aussi se déplacer sur l'événement, je dirais, présentiel. Et donc, l'économie de chacun d'entre nous et du sport en a besoin. Et je ne parle même pas de la collecte de data sur ces personnes-là qu'on arrive à faire avec le digital, ce que la télé ne peut pas faire. Nous, quand on vient se loguer sur notre appli, on a un maximum d'informations sur la personne qu'on exploite en toute transparence et en toute compliance avec la RGPD. Et ces informations-là sont utiles aussi pour savoir qui regarde quoi, à quel moment, non pas pour espionner les gens, mais pour se dire qu'est-ce qu'on doit leur proposer de mieux. Est-ce qu'un amateur de boxe peut être aussi être intéressé par de la voile ou par du ski nautique, et tout cela, ça va enrichir des bases de données intéressantes qui vont profiter à tout le monde.
Merci. Donc, c'est effectivement très intéressant ce que vous venez de dire. Ça pose effectivement plusieurs problématiques. Bon, il y a l'usage des données, hein, mais je pense aussi sur la réalité virtuelle et sur voilà, l'usage des données en général sur ces événements qui va se poser de plus en plus. Également, ce que vous avez parlé un peu de ce qu'on peut dire, ce qu'on appelle les prosumeurs. Donc, on transforme finalement l'utilisateur, enfin le spectateur, le fan finalement en producteur de contenu. Donc ça, c'est intéressant. Maud, je ne sais pas si c'est aussi quelque chose que vous avez pu voir dans votre domaine, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. On a une question également sur, effectivement, pour revenir sur l'hybridation, sur le fait que, bon voilà, Sporthall, c'est une plateforme média. Maud, vous avez travaillé sur des festivals, South by Southwest, mais finalement, on voit qu'avec notamment les technologies immersives, mais également l'IA, toutes ces nouvelles technologies, on voit une hybridation finalement qui est en train de se faire. On ne voit plus trop en fait, la différence entre l'événementiel et le média. Une fois, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du médiatique, et une autre, on est à la fois également sur l'événementiel. Donc, Maud, même question. Enfin, est-ce que également dans la VR, vous voyez maintenant est-ce que vous pouvez imaginer que le futur des événements VR, c'est que au-delà même de l'interaction, il y aurait une production aussi, ou peut-être que c'est déjà le cas, de la part des participants qui finalement coproduiraient l'événement avec le festival, avec les organisateurs, ou c'est... Ça dépend vraiment de la ligne éditoriale des événements, parce qu'il faut voir les plateformes virtuelles et leurs participants comme un duplicata un peu étrange, mais un duplicata de l'événementiel réel. Imaginons un concert de Jean-Michel Jarre, par exemple. En vrai, Jean-Michel Jarre se produit, les fans y vont, et les fans ne participent pas à la modification de ce concert ou de l'œuvre artistique donnée par Jean-Michel Jarre. Là, en virtuel, on a dupliqué ça, donc les spectateurs n'avaient pas d'interaction possible, et ça dépend vraiment de la patte artistique de la personne qui se produit. Donc, si une personne décide de se produire et que les spectateurs peuvent interagir ou changer l'expérience en faisant des choix, des votes, modifier les effets 3D, modifier le lieu, c'est des choses que l'on peut faire, mais qu'on n'a pas encore fait, parce que pour l'instant, on essaie déjà de donner la sensation aux participants d'être à un événement, de se retrouver, d'être ensemble. Et déjà, ça, c'est un premier apprentissage. Plus on met d'interactivité pour les fans, plus il faut les éduquer à ça, les éduquer aux outils. Donc pour moi, ça viendra dans un second temps. Ce que fait Pierre, c'est hyper intéressant, et c'est génial de mettre le fan au cœur de l'expérience et de lui permettre d'être voilà, l'intervieweur des sportifs, etc. Mais c'est dans un format qui est déjà connu du grand public. La vidéo, ils savent ce que c'est. Le sport dans un stade, ils savent ce que c'est. Donc voilà, on leur dit, bon, bah, c'est toi le présentateur, c'est toi qui y vas. L'éducation n'est pas à faire, parce qu'il y a déjà des réflexes dans ce domaine-là. Dans réalité virtuelle, il y a plein de gens qui sont de nouveaux arrivants. À South by Southwest, il y a beaucoup de personnes qui se sont créées des comptes VRChat pour participer à l'événement. Donc c'est un peu tôt encore pour donner la possibilité aux spectateurs d'être les créateurs de leur propre show, mais c'est possible. En tout cas, c'est pas impossible. Et je fais une petite parenthèse juste pour vous dire que je vais devoir partir à 11h pétante moi-même. C'est parfait, parce que je vais bientôt clôturer. Donc, je vais juste une dernière question sur un peu vos prochains projets à vous deux. Donc voilà, Maud et puis Pierre, dans chacun de vos secteurs respectifs. Disons que Vroom a la vocation et l'ambition d'être une plateforme qui fait la promotion du spectacle vivant, mais dans sa nouvelle forme, donc virtuelle, soit les festivals, soit le spectacle vivant, les artistes. Donc le but, c'est d'avoir de plus en plus d'artistes et de festivals qui viennent vers nous et qu'on les accompagne, et à chaque fois, ça crée des collaborations très uniques. Là, on a le projet, on aimerait faire un petit festival artistique complètement virtuel avec des danseurs, des chanteurs, des musiciens. Donc c'est encore en work in progress. Et là, on a un festival qui arrive en avril qui s'appelle Go East, qui fait la promotion des créateurs d'Europe de l'Est de réalité virtuelle. Voilà, ça c'est le prochain événement sur Pipeline, mais il y en a plein d'autres à venir. Super, merci beaucoup Maud. Je te laisse partir si tu as besoin de partir. Pardon, j'ai le tutoiement, c'est pas grave. J'ai une petite question pour toi Pierre, une dernière question du public. Comment est-ce que vous gérez les droits d'auteur et les images?
Est-ce que vous avez une réflexion sur un nouveau modèle économique? Je pense que vous avez un modèle économique assez particulier, donc voilà, si tu peux revenir un petit peu en très peu de temps, effectivement, nous signons des contrats cadres avec des fédérations sportives, des ayants droit, des clubs, des organisateurs d'événements. Donc dans ce cadre-là, nous avons le droit d'exploiter le droit à l'image et à la diffusion, qui est un droit cédé en contrepartie d'un modèle d'affaires effectivement qui est un peu spécifique, qui est le partage de revenus. Nous n'achetons pas des droits, mais nous aidons ces droits à se valoriser, à trouver une audience et à générer des revenus avec cette audience via la publicité, le sponsoring et de temps en temps des contenus payants. C'est un peu l'évolution que va avoir Sporthall dans les années à venir et voire même les mois à venir. C'est cette ouverture sur une place de marché pour accueillir des sports beaucoup plus premium que ceux qu'on a adressés jusqu'à maintenant, qui vont permettre d'être visibles et diffusés sur notre plateforme avec tout l'accès à la technologie que l'on propose et de faire payer un abonnement pour pouvoir suivre les différents agendas des compétitions. Mais voilà, un prix très concurrentiel qui n'est pas celui de la Pay TV à 20 ou 30 € pour voir plusieurs sports et ne pas voir seulement son sport. Nous, ça sera à la carte. C'est la direction que l'on prend aujourd'hui. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a après des développements encore en cours qui sont sur l'analyse vidéo temps réel, pour analyser les temps forts de façon plus automatique, pour analyser les temps faibles, pour pouvoir y mettre la publicité de façon la plus intelligente possible. Troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on peut ouvrir notre modèle et notre plateforme technologique à d'autres univers que le sport. On pourrait imaginer un jour que Sporthall devienne Music Hall. Alors, ce n'est pas une information que je lance, mais c'est la scalabilité que l'on a aujourd'hui dans Sporthall et qui pourrait permettre de nous amener sur différents autres environnements et univers. Eh ben, en tout cas, ça donne envie. Et bah, effectivement, pourquoi pas effectivement l'hybridation, peut-être une collaboration entre Vroom et Sporthall. En tout cas, on sera ravis de vous accompagner là-dessus chez Cap Digital. Bah, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Voilà, je close cette conférence assez riche cette matinée. Vous allez pouvoir la retrouver en replay sur notre page YouTube si vous voulez la revoir. Donc, merci à tous les intervenants, nos modérateurs, notre modérateur Anthony d'Unimev, Antoine Allard, mais également toute l'équipe Cap Digital en régie qui a réalisé cette conférence. Voilà, bah, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour le prochain Show Must Go On qui aura lieu le 5 mai et qui portera cette fois-ci sur le futur, la manière dont les lieux culturels se sont transformés dans ce contexte un peu particulier. Donc voilà, merci beaucoup, portez-vous bien, voilà, soignez-vous bien. Je me souviens plus du slogan, mais voilà, chez vous en Merci beaucoup. Restez, voilà. Faites bien attention à vous et puis j'espère que vous avez profité, découvrez des événements, regardez du sport sur Sporthall et des événements voilà, en ligne et testez la réalité virtuelle. Au revoir.